Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends, l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur métier. Vous avez pu constater au cours des derniers mois qu'on se faisait un petit tour de France des éditeurs de comics pour faire un petit peu le bilan de l'année 2021 et aborder ce qui va arriver l'année prochaine en dehors de la pénurie de papier, de l'augmentation des prix. On va se concentrer sur les sorties surtout, puisque voilà, c'est ce qui nous fait kiffer, c'est la BD. Et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois dans le podcast Monsieur Sullivan Rouault, directeur éditorial des éditions iComics. Bonjour Sullivan. Salut Arnaud. Survivre les comics, pas vivre les comics. C'est ça, ouais. C'est important la notion. Effectivement, c'est la troisième ou quatrième fois déjà qu'on te reçoit cette année. Tu fais presque partie. C'est juste cette année-là ? Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais écoute, on aime bien t'inviter, on aime bien te recevoir. J'espère que les gens n'ont pas marre surtout. Quoi. Non, justement, c'est pour ça, t'inquiète pas, moi je fais ça en fonction de l'audience et je vois les écoutes à chaque fois que tu apparais, ça fait incroyable. Comme ça incroyable, explose. stonks, comme on dit. Exactement. Donc c'est pour ça que je suis toujours ravi de pouvoir discuter avec toi, surtout qu'on est bien reçu dans les locaux où seront enregistrées les émissions de Tsukimi. Exactement. Petit secret de fabrication. Mais là, c'est la version de jour, quoi, où il y a rien de. C'est ça. Voilà, c'est un peu moins glamour. Et on n'est pas sur. Déjà pas super glamour, mais là c'est moins glamour. Et on n'est pas sur Twitch. C'est bien dommage. J'ai envie de te poser juste une première question avant d'aborder un petit peu le programme. Quel bilan tires-tu de ton côté sur iComics pour 2021 ? Année évidemment hyper particulière pour moi sur iComics puisque j'ai lancé Mangetsu. Donc c'est évidemment lié dans le travail puisque notamment la première partie de l'année, les 6 premiers mois de l'année étaient quasi intégralement consacrés à Mangetsu. Alors je dis quasi intégralement, mais bon après voilà, j'ai un métier qui fait qu'on maintient du lien régulièrement. Donc en fait j'ai quand même des calls avec tous les agents toutes les 2 semaines ou quoi, mais j'étais pas dans une vague d'achat de titres, j'étais moi-même pas dans une vague de défrichage, tu vois, de ce qui peut sortir en VO. Je lisais pas tous les numéros 1 qui sortaient chez Image au printemps dernier et tout, donc j'ai rattrapé ça après, là, pendant l'été, une fois que Mangetsu était un peu sur les rails. Une année assez calme pour nous. En plus, on a encore repoussé Lock and Key Golden Age jusqu'à 2022. Là, il va vraiment sortir en avril, c'est bon, c'est la bonne. En mai, pardon. Mais du coup, ça a un peu tué nos plans, tu vois. Ça fait 2 ans de suite que c'est pas simple là, de bosser Lock and Key et tout, donc voilà. Je retiens quand même, truc de ouf, notre premier omnibus qui a été sold out en 2 semaines. Sur Lock and Key aussi. Ouais, sur Lock and Key. Moi, pour Lock and Key, je peux parler en toute transparence. C'est pas ma série, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est pas moi qui ai ramené cette série chez Brajlon, c'est Claire Deslandes, ma boss. Donc j'ai une relation un peu distancié avec Lock and Key. Et je suis pas le plus gros fan de la terre de Lock and Key, tu vois. J'aime bien Lock and Key, je pense que c'est une série très quali, y a pas de problème. Gabriel Rodriguez, tout ça. J'adore les spin-offs, j'adore ce qui est fait à côté, j'adore quand ils font des hommages à la BD, que ça devient un peu méta et tout ça. Je jamais trop compris pourquoi Lock and Key était le pur récipient pour faire du méta, mais ça me plaît quand même. En l'occurrence, force est de constater que c'est la locomotive, tu vois, de iComics depuis 2 ans, parce qu'en 2020, avec la saison 1 sur Netflix, ça a été n'importe quoi. On en a vendu, je sais pas, 150 000, 200 000, j'en sais rien, tu vois, juste sur l'année. Donc c'est des chiffres qui. Donc les 6 tomes cumulés. Les 6 tomes, ouais, cumulés évidemment. Ouais, sinon, même en manga, on fait pas des chiffres comme ça. Donc voilà. Après. Évidemment hyper content là de la nomination toute fraîche des Tortues, aussi de la ressortie du tome 0, c'était cette année, je dis pas de bêtises, le tome 0. Ouais. Donc ça, super souvenir de voir autant de gens qui ont commencé les Tortues Ninja, de voir autant de gens qui ont eu l'enthousiasme autour des Tortues Ninja, de voir aussi, tu vois, petit à petit des gens rejoindre le train de la hype et se dire waouh, c'est vraiment hyper cool comme série et avoir cette petite récompense entre guillemets, même si bon c'est très métaphysique une sélection, mais à Angoulême c'était top quoi. Et puis surtout parce que c'est mes gros bébés chez iComics, les indés. Et là, c'est pas mal mitigé puisque je vais commenter avec ce qui déçoit d'abord, mais Shanghai Red et The Plot qui ont été des plantades. Vraiment grosse quoi. Alors là je parle de vente uniquement, c'est pas du tout des plantades critiques. Shanghai Red a eu vraiment un exercice critique dingo. Je pense que c'est important. Il était sélectionné pour le prix ACBD Comics cette année. Oui, c'est vrai, exact. Tu fais bien de le rappeler parce que ça m'a beaucoup touché d'ailleurs qu'un prix un peu. Je sais qu'ACBD ils sont très 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 rigoureux sur leur sélection. Donc de voir Shanghai Red, qui est en plus un bouquin qui parle de genre avec un dessin de Joshua Hickson qui est un peu façon polar et tout. Donc je sais que c'est pas le dessin le plus accessible du monde. Si
même Brubaker n'arrive pas à vendre ce qu'il fait, ses trucs sur Criminal et tout. Forcément, quand t'as un artiste qui tu vois, se réclame un petit peu de cette mouvance, sur une histoire de genre avec une héroïne féminine sur un one-shot, dont personne a un peu trop entendu parler, tu vois, parce qu'il a pas fait Captain America Winter Soldier, quoi, bah forcément, tes chances sont amoindries. Donc, c'est vraiment la dichotomie du métier d'éditeur, le destin de Shanghai Red, surtout. The Plot, j'y reviendrai après, c'est un peu différent. Mais parce que les gens qui l'ont lu ont adoré. Beaucoup de gens m'ont dit merci d'avoir sorti cette histoire, c'est vraiment hyper important. Dans le comics, le genre, c'est pas non plus un thème qui est hyper développé. Pas du tout, hein. Moi, ça me faisait plaisir parce que je tiens toujours à ce que les comics aient cette dimension sociale et quasiment politique, je peux le dire, dans les récits qu'on propose, et que le genre fait vraiment partie intégrante des thèmes à aborder aujourd'hui, et surtout à amener un peu de belle manière, donc avec de l'aventure, avec une BD bien faite, séquentiellement correcte et tout, à des gens qui comprennent pas cette question. Parce que, en fait, moi, quand je découvre Shanghai Red à l'époque en VO, le genre, ça me passe un peu au-dessus. Je vais pas te mentir, j'étais pas encore du tout, tu vois, fait à ces questions-là et tout ça. Et j'ai trouvé que c'était un super moyen de me poser les bonnes questions, et derrière de faire mes petites recherches et machin. Et il s'avère que donc The Plot, qui sort un mois plus tard, est du même dessinateur, Joshua Hickson, donc c'était un peu rigolo, parce qu'on avait Shanghai Red qui était très rouge, The Plot avec une palette très verte et tout ça, qui est beaucoup plus dans une histoire d'horreur, beaucoup plus proche de Lock and Key, justement, une famille qui va reprendre un manoir familial et tout ça, et puis découvrir que finalement les secrets de famille un peu prennent vie, et c'est une analogie un peu comme ça tu vois, de tous les trous familiaux qu'on peut avoir et tout, et cagade, quoi, tu vois, vraiment là pour le coup, je pense que la critique l'a un peu ignoré, mais alors en plus, comme c'est pas un one shot, bah forcément on n'a pas la fin. The Plot tome 2 est, à mon avis, un excellent tome, mais c'est vrai que le tome 1 à lui seul a un peu de mal à se suffire. J'ai des regrets, parce qu'éditorialement, moi j'avais proposé de faire, et d'ailleurs l'éditeur américain, Damian, de le faire en une fois, The Vault, de le faire en one shot, ouais, en nous disant on a fait l'erreur de le faire en two shots, et en fait le premier volume a fait que ça a tué le deuxième. Donc on a proposé ça en interne. Et ça n'a pas passé, enfin voilà, ça n'a pas passé la douane, comme on dit. On m'a dit, ouais, si ça marche, on fera l'intégrale plus tard. Ouais, bah, du coup, il y aura jamais d'intégrale parce que ça marche pas assez. Et que je sais pas quel est le taux de retour du truc et tout, parce que ça reste une petite série, comics, indé, machin, dont la suite va sortir, donc les libraires vont peut-être pas tout renvoyer tout de suite. Mais plantade, on parle de, je sais pas combien d'exemplaires on est aujourd'hui, parce que je regarde pas les chiffres régulièrement, mais on n'est à pas beaucoup. On n'est pas à 1000 exemplaires, je pense, sur chacun. Donc c'est des bouquins qui perdent de l'argent. Donc c'est évidemment des trucs qu'on me rappelle moi au quotidien. Donc ça par rapport au dernier podcast où tu étais venu sur le compte prévisionnel que tu fais pour ça, donc là c'est pas bon. Pas bon, voilà. Pas bon. Mais c'est des bouquins qu'on n'avait pas fait de CEP, tu vois. Parce qu'on savait en fait que si tu fais le CEP, tu le sors même pas. Donc comme notre mission aussi, et je remercierai jamais Claire assez pour ça, c'est de publier des histoires qui vont proposer autre chose en termes de thèmes et qui vont aller un peu justement sur des thèmes politico-sociaux différenciants comme disent les Américains, mais je déteste ce mot. Du coup, on fait pas de CEP parce que sinon le truc, là non plus passe pas la douane du commercial et ne sort pas. Et voilà. Après, évidemment que Raoul, que j'aime d'amour aussi, mon directeur commercial, m'a bien fait comprendre que fallait faire attention et pas en sortir trop des comme ça, parce que on met en danger la vie de la collecte en fait, vraiment. Parce que iComics a une santé hyper fragile. Genre, voilà, on est tributaire du moindre succès. Et quand ton succès c'est Lock and Key, voilà, le discours de mes patrons pourrait être on fait juste Lock and Key et puis voilà, comme ça. C'est pas justement ce qu'on peut supposer, c'est que les plus gros succès de ta collection peuvent justement, on va dire, éponger. Ça marche pas comme ça chez nous, non. C'est vrai dans d'autres maisons, rarement sur le comics quand même. C'est peut-être vrai chez Urban, quoi, tu vois, où t'as Harley Quinn, Batman et Watchmen qui vont payer pour tout le reste parce que le reste ne vend pas, on va pas se mentir. Je peux parler en leur nom là-dessus, les chiffres sont là. Voilà, ça génère des pertes sèches gigantesques à la fin d'année. Après, ils sont dans une autre logique, ils sont leaders du marché, donc ils sont aussi dans la logique d'occuper des rayons à mort et tout ça. Et on n'est pas du tout dans la même chose. Nous, on fait 25 bouquins par an, ils font 25 bouquins par semaine. Donc forcément, on fait pas vraiment, enfin tu vois, on n'a pas du tout la même approche, mais le comics va mal. 25 par semaine, c'est... Non, je rigole, mais je rigole, mais ils en font 6, 7, 8 par semaine, je pense. Et le comics va très mal. Enfin voilà, je le répète, mais parce que c'est une réalité. Et nous, on est dans une maison indépendante encore, où le moindre bouquin, tu vois, peut quasiment sceller le sort de ta boîte. Admettons un scénar catastrophe où t'achètes un bouquin super cher parce que t'y crois à mort et il fait les ventes de The Plot, il y a plus de iComics l'année d'après. Vraiment, parce qu'en fait, il aura trop mis en danger le reste. Après, donc là, c'est pour la partie alarmante. Maintenant, sur un bouquin comme We Only Find Them When They're Dead, le tome 1 qui est sorti cet été, on est très content. Je crois qu'on a un peu plus de 2000 exemplaires à date. Donc c'est un bouquin qui a déjà atteint son seuil de rentabilité, donc ça c'est super. On va pouvoir faire la suite à peu près sereinement, on va pouvoir réfléchir à cette fameuse couverture sur lequel Canal BD nous avait planté
et pouvoir la faire peut-être ailleurs ou quoi. Donc ça, c'est la belle surprise. Après, c'est des moyens déployés qui sont vraiment autres. C'est-à-dire qu'on a fait des tournées avec Simonet, on en a fait 2. On a fait un trailer vidéo. On a vraiment, tu vois, accompagné cette série. Moi, je sais qu'au moment où j'étais vraiment focus sur Mangetsu, mon seul focus vraiment avec comics, c'était We Only Find Them. Parce que je savais que le cocktail Jack Kirby, cross Guardian of the Galaxy, cross, tu vois, justement, thème un peu moderne et tout, pouvait fonctionner. Et on avait une super équipe de tueurs dessus, avec Nadège à la trad, avec Martin de Black Studio au lettrage et tout. C'est la même équipe que Junji Ito, en fait. Enfin, Nadège a fait la relecture sur Junji Ito, mais tu vois, on avait mis un peu nos meilleures forces vives sur le projet. Donc c'est cool de voir que du coup ça fonctionne derrière et que les gens ont aimé. Alors je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé parce qu'ils s'attendaient à un truc plus spectaculaire, ils s'attendaient à un truc un peu plus blockbuster. En l'occurrence, c'est le premier tome d'une trilogie, donc voilà, patience. On y viendra à tout ça, et puis il y a quand même vraiment de l'action. Pour le coup, il y a des courses-poursuites de malades dans le tome 1. Et donc ça prouve qu'il y a encore un peu de place pour ça. Maintenant, le problème, il est aussi lié au marché, c'est-à-dire que dès que tu fais un truc qui marche un peu, tu sais que tu feras pas la suite, tu vois, en gros. Parce que t'as un concurrent qui va venir te le péter et mettre 25 000 balles dessus, alors que toi, t'as mis 5 000 € et que tu t'es battu comme un ouf pour l'avoir et tout. Mais on peut pas te piquer, on peut pas te le piquer, oui. Non, on peut pas me piquer We Only Find Them tout de suite. En revanche, je peux te dire que les gens vont beaucoup plus voir du côté de Boom Studio depuis que nous on va chez Boom et qu'on a fait Alienated et qu'on a fait We Only Find Them, etc. Voilà. Donc, mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Moi, c'est comme les éditeurs qui vont chez The Vault aujourd'hui. Je prends un peu ça comme un compliment aussi, tu vois, parce que je sais que c'est un catalogue où ils avaient jamais reçu la moindre offre de France avant nous. On sort The Savage Shores. D'ailleurs, The Savage Shores est aussi une des très très belles satisfactions de 2021 puisqu'on l'a réimprimé pour la deuxième fois du coup, donc 3e print en début d'année, et il me semble que le print est quasiment épuisé. On continue à en vendre. Les libraires continuent à le conseiller. Les gens continuent à le lire, continuent à l'apprécier. J'ai régulièrement des retours, moi, sur Twitter de gens qui le découvrent. Donc ça aussi, c'est une belle chose. Après, voilà. C'est une année, pour clore le bilan, c'est une année calme sur iComics. De fait, parce que Mangetsu, et qu'on a très peu de personnes aussi dans l'équipe de iComics. Enfin, tu vois, Julie, elle est en télétravail à Bordeaux. On a Emma, qui est une alternante qui est arrivée il y a pas longtemps, qui est là, et puis moi, et c'est tout. Donc, tu vois, c'est moins l'armée des prestataires comme on peut avoir sur Mangetsu et tout ça. On n'a pas du tout la même organisation. Tu vois, parce que c'est un marché avec une économie différente. C'est presque plus do it yourself aussi. En fait, iComics, tu vois, dans l'approche, quoi. On s'industrialise nous-mêmes beaucoup moins parce qu'on veut pas. Et parce qu'il y a pas les moyens non plus. On va ouais, après tu sais, tu peux toujours faire semblant d'être la World Company. Hein. Enfin, c'est une question juste de process et tu vois de machin. Mais on veut pas. Et aussi parce que j'ai une confiance aveugle en Julie, mon assistante d'édition sur iComics, qui est là depuis 3 ans maintenant et qui fait un super travail. C'est une année aussi de réflexion de fond, c'est-à-dire, moi je trouve que la maquette et notre DA commencent à vieillir. Ça c'est le lot de tous les éditeurs, hein, tu vois. Urban, c'était très cool les 3 premières années, pareil. Au bout d'un moment, tout le monde a commencé à dire ouais, dans une bibliothèque, ça se ressemble, les dos noirs et tout, tu vois. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle ils sont allés vers des dos blancs, et ils essayent aussi d'autres choses. C'est très dur de sortir d'une DA et d'une maquette, très 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 dur, parce que c'est assez mal reçu en général par la diffusion, la distrib. Et t'as aussi un retour des lecteurs qui aiment pas avoir leur collection dépareillée, par exemple, effectivement, tout ça. Je le comprends, et moi-même je suis comme ça, je suis un maniaque, donc je comprends, mais voilà, je commence à me poser un peu des questions là-dessus, tu vois, de comment iComics peut rester relevant, comme on dit, face à la fois à la concurrence, au fait que le marché va très mal, et puis aussi à des gens comme 404 qui nous mettent une pile quand ils font The Autonal, ou tu vois, quand ils font Jonah et tout ça. Bon, après, Nico, je sais que c'est un esthète du livre et que c'est un DA et c'est un fabricant et c'est un mec. Je lui dis, c'est un niqué de la femme. Oui, ça a toujours été. On se connaît depuis, tu vois, je pense une petite dizaine d'années avec Nico, et ça a toujours été. Quand il était chez Hachette, il était déjà en train de combattre le contrôle de gestion pour faire des livres les plus beaux possibles et les plus, tu vois, effets de fabisés possibles. Donc, et je suis trop content de ce qu'il fait. Enfin, Autonal, c'est vraiment trop balèze, quoi, tu vois. Comme je dis, je sais plus où est-ce que je disais ça, mais Autonal, c'est une série que j'aurais aimé faire, sauf qu'on l'aurait fait 10 fois moins bien. Donc, en fait, tant mieux qu'il l'ait fait comme ça. Et ça, c'est un truc que je pense pour tout. Pour le manga, c'est pareil. Il y a plein de trucs où je sais qu'on n'a pas eu les droits, on aurait fait mieux que ce qui est sorti. Et il y a aussi plein de trucs où je sais qu'on n'a pas eu les droits, mais on aurait fait beaucoup moins bien que ce qui est sorti. Donc, tu vois, c'est une question d'équilibre et de savoir accorder un peu ses violons par rapport au projet que tu as réussi à obtenir. Et puis, 2021, c'est aussi quand même l'année de la négo The Witcher. Maintenant, on peut en parler puisque c'est officiel depuis vendredi dernier, là, qui a été une grosse négo, qui a été une négo que j'ai pilotée, mais qui est un peu une commande, tu vois, contrairement aux autres bouquins que je vais faire. C'est moi qui arrive et qui dit à l'agent, je veux faire ça et machin. Là, on m'a dit, ce serait bien de ramener The Witcher chez Brajlon, parce que Brajlon, c'est The Witcher, parce qu'on a tout ici, on a les romans officiels depuis, on est le premier pays, je crois, après la Pologne à avoir
traduit The Witcher. Donc, et puis, mon ancien patron a une très bonne relation avec Sapkowski, l'auteur. CDP, on les connaît depuis longtemps. On fait des codex, on fait des maps, on fait des trucs. Enfin, tu vois, des romans illustrés, des machins. Les bouquins de... Donc, en gros, il y a les artbooks du jeu chez Panini et il y avait les comics chez Urban. Et donc, évidemment, c'était des trucs où la direction regardait ça en disant, pourquoi c'est pas chez nous? Il faudrait que ce soit chez nous. Ça. Et pour l'anecdote, il y a 5 ans bientôt. Quand je suis arrivé chez ce qu'allait devenir iComics, on a essayé on s'est posé la question de savoir si on allait sur les comics. Et j'avais dit non à l'époque. Il faut savoir que j'en ai entendu parler toutes les semaines de ma vie depuis, quoi. Puisque, je vais le dire, je veux vexer personne, mais je trouvais ça assez médiocre, les comics The Witcher qui sont sortis en français, donc, et qui étaient chez Dark Horse. Et donc j'étais contre, parce que j'étais en création de collection et je disais non, mais je veux pas qu'une de mes licences soit un truc relativement médiocre et tout. Désolé, je sais que vous aimez The Witcher, machin. Et donc l'histoire a fait que c'est allé chez Urban. Et l'histoire a fait surtout que ça a très très bien vendu. Urban en a vendu le premier tome, il doit être à 13 ou 14 000 exemplaires. On est sur des chiffres qui sont pas si loin d'Injustice et des très très bonnes ventes d'Urban. Donc du coup il y a voilà, j'en ai beaucoup entendu parler en me disant mais t'es con, t'aurais dû y aller, machin, blablabla. Ça, et c'est vrai que j'avais la tête dure et donc j'ai pas cédé. Là j'étais un petit peu plus obligé de céder pour des choses dont je peux pas parler aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore le droit d'en parler mais qui seront officielles très bientôt. Il était important de renforcer la licence de Witcher au sein de Brajlon, si tu veux, pour des échéances à venir. Et du coup, ça passait par iComics, qui était littéralement un des seuls endroits où on faisait pas du tout de The Witcher et tout. Et il y avait cette occasion que l'agent de Dark Horse, qui est une très bonne amie, qui s'appelle Carrie Thorson, m'a proposé, à savoir, on reboot The Witcher, mais ça n'a rien à voir avec la série précédente qui était chez Urban, qui était en fait la suite fantasmée un peu du jeu vidéo, de The Witcher 3. Là, on est sur les textes de Sapkowski, on fait des adaptations des textes de Sapkowski en 7 graphic novels. Donc c'est 7 nouvelles de l'auteur qui sont adaptées en BD, quoi, en gros, pour le dire très simplement. Et il s'avère que mon collègue Pierrick, qui lui connaît très, très bien The Witcher, c'est la personne dont je prends le bureau quand je fais les vidéos iComics, lui bossait déjà sur des adaptations des nouvelles de Sapko illustrées, du coup. Et enfin voilà, c'est lui qui m'a présenté le projet, il me dit ok, est-ce qu'on y va et tout. Donc là, forcément, branle-bas de combat avec la direction. Oui, on y va. Donc là, c'est évidemment engagé une négociation parce que Urban n'allait pas laisser partir The Witcher comme ça. Et cette fois, on a gagné. Et voilà. C'est un peu comme ça que c'est passé. Donc l'année prochaine, The Witcher deviendra un peu le lancement phare de iComics. Là où je suis très 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 content, c'est que j'ai quand même eu mon mot à dire sur la façon de faire les livres. J'ai pu choisir le prix de lancement à 9,90. Ça, c'est moi qui ai hurlé comme un porc en disant non mais attendez, on est sur des bouquins qui font format franco-belge en fait, enfin pas en format, on sera sur de l'A4 mais on a une pagination de franco-belge, donc de 50, enfin entre 52 et 64 pages, donc c'est pas beaucoup pour l'acheteur de comics effectivement, habituel, tu vois, ça va être fin quoi. Donc on ne peut pas vendre ça 14,90, 12,90, 11,90, tout ça. Et à un moment donné où le comics, on cherche des solutions à tire-larigot de comment vendre des comics, moi je pense que la barrière du 10 €, elle est hyper importante, que si tu l'as fait non pas sur un comics indé qui a besoin de ce genre de coup de pouce au départ, mais sur une grosse licence dont tu sais que tu vas la vendre. Sur The Witcher, on n'a aucun doute sur le fait que la Fnac va le mettre en avant, sur le fait que machin que truc. On l'a pas encore annoncé, je crois, mais il y aura une édition collector agrandie. On l'a annoncé, ouais. En tout cas sur Comics Blog, tu l'as annoncé. Ah ok, c'est ça. Okay. Mais c'était pas dans le trailer du coup. Mais on fait du coup une version format agrandi, collector, tirage de tête en noir et blanc, et je trouve le noir et blanc plus impactant que la couleur personnellement, à 19,90 € pour les gens qui auraient le pouvoir d'achat et qui peuvent se le permettre, avec une couverture variante inédite d'un artiste que j'ai choisi moi-même, que je vais soumettre à CDP et à Dark Horse, et ensuite ils me disent oui, et ensuite on est parti. Et cet artiste, les gens seront assez contents de le découvrir, je pense qu'on annoncera ça le mois prochain dans la vidéo mensuelle. C'est quelqu'un bien connu de la maison, et voilà, qu'on aime beaucoup et tout. Donc je suis quand même si c'est pas mon choix éditorialement tout particulièrement, je suis quand même très content d'avoir pu piloter un peu la stratégie autour. Le 9,90 €, attention, au début il était question que ce soit le prix normal, en fait c'est un prix de lancement pendant 6 mois, mais ce sera le cas pour les 7 volumes. D'accord, ouais, c'est ça. Si vous achetez les 7 volumes dans les 6 premiers mois de leur exploitation, vous l'avez à 9,90 €. Sinon après ça doit être 12,90 €, si je dis pas de bêtises. D'accord, donc t'es quand même parti sur des tarifs plus bas que la moyenne de... Ah bah de toute façon il fait 52 pages, donc même si... Alors faut quand même comprendre, je le répète à chaque fois, mais que imprimer du comic ça coûte très cher parce que c'est du cartonné et des pages couleurs. Donc ça nous fait une petite marge quand on choisit de faire 9,90, mais
The Witcher est un de ces trucs. Mais là, tu pars sur le volume. Voilà, tu peux viser un peu plus de volume qu'effectivement. C'est pas la moindre vente sur The Witcher va moins compter que la moindre vente sur un indé, quoi. Tu vois, c'est vrai, c'est factuel. Bon, je sais qu'Amazon et la Fnac vont en prendre un paquet, donc à partir de là, on va être algorithmisé et tout ça. Donc voilà. Et puis surtout, c'est quand même quali. Enfin, tu vois, j'ai quand même voulu lire les trucs avant de les acheter. Alors, j'ai lu que le premier. Je sais que ce sera des équipes différentes sur les autres, donc je ne peux pas parler pour les autres. En l'occurrence, Un grain de vérité, c'est une pure nouvelle parce qu'en plus, c'est une relecture de La Belle et la Bête et tout qui est assez émouvante. Mais c'est quali, vraiment, tu vois, vraiment. Et l'édition noir et blanc, je vous jure, la façon qu'a l'auteur polonais de jouer avec les espaces négatifs et tout, c'est très convaincant. J'oserais pas, encore une fois, comparer ce qui est sorti avant, mais c'est mieux. Quand même. Donc, et de toute façon, si ça avait été au même niveau ou moins bien, je pense que j'aurais freiné des cas de fer et je me serais battu avec ma direction pour qu'on le fasse pas. Donc, si on le fait, c'est aussi parce qu'à un moment, j'ai dit, ok, je comprends. Le truc, c'est que moi, la fantasy, c'est vrai que c'est pas ma spécialité, donc c'est pas un truc que je connais par cœur et donc, voilà, il fallait un peu me convaincre, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, je le suis et je pense que ça va faire du bien à la collègue de toute façon. On arrive quand même en 2022 avec l'inédit Lock and Key et The Witcher à 2 mois d'écart, enfin 1 mois d'écart, ce sera avril et mai. Je veux dire, en tant qu'éditeur, c'est un peu rassurant de savoir que tu poses des valeurs sûres, on va dire. Parce que ça peut se planter. Il peut y avoir plein de trucs. On peut être reconfiné, on peut être machin. Mais ça a beaucoup moins de chances de se planter que Shanghai Red ou The Plot Tome 2. Tu vois, The Plot Tome 2, clairement, voilà, si on le sort parce qu'il y a des gens qui ont acheté le tome 1. Bah ouais, parce qu'il faut aller au bout. Mais ils sont pas très nombreux. Mais on perd de l'argent juste en l'imprimant. Ouais. Après, voilà, tant mieux. Enfin, tant mieux, non, pas de perdre de l'argent. Mais tant mieux qu'on le sorte et qu'on aille au bout et tout ça. Et on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Hein. Les Tortues, ça a perdu de l'argent pendant 3 ans et bon, ça en gagne pas tout à fait encore non plus aujourd'hui, mais en tout cas, on n'en perd plus. Et tu vois, donc des fois, c'est aussi le long run. Et moi, j'essaye de sortir un petit peu de l'obsession de l'actualité, de la release et de la sortie et tout ça, et essayer de faire vivre aussi des séries sur le long terme. On va réessayer ça. Tu vois, Skyward, Invisible, Bitterroot. Évidemment qu'un jour, on sortira sûrement un format omnibus intégral parce qu'on a envie de leur donner une deuxième chance parce que c'est des séries extraordinaires. Bah, de toute façon, t'es pas nommé aux Eisner à Angoulême, c'était pas bien, quoi. Mais il y a aussi le long run qui est très important et tu vois qu'il y a un truc sur lequel j'essaie de me focus moi de plus en plus, d'exploiter un peu le fond de catalogue. Alors j'aime pas trop ce terme très commercial, mais c'est un truc, c'était un non-sujet pour moi avant parce qu'on n'avait pas de fond de catalogue. On sortait tellement peu de livres chez iComics. Oui, quand t'es dans tes 2 premières années, t'as pas de fond à faire. Exactement, t'as rien à gérer, quoi. Tu vois, tu sais que tes trucs vont à peu près tous en rayon un peu partout. Là aujourd'hui, c'est notre question, tu vois. Et qu'est-ce qu'on fait de Scott Pilgrim aussi, tu vois, Scott Pilgrim quand même, quoi. Donc toutes ces questions-là se posent et ce sera des sujets de 2023, voire 2024, quoi. D'accord, ouais. Mais t'as pas justement alors un peu ce risque de dire avec cette question de valeur sûre que ça en fait limite après tes choix dans non, parce que pour le coup j'ai la chance d'avoir une direction qui me fait vraiment confiance aussi. Vraiment, on a une très bonne relation. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on a une bonne relation. Donc on savait que Shanghai Red et The Plot ça ferait pas des miracles, tu vois. On y est allé quand même. Tous en notre âme et conscience, à nos degrés respectifs. Donc non, ça va. Ça prend des slots à des choses que j'aimerais faire. C'est la raison pour laquelle Post Americana se retrouve en 2023 plutôt qu'en 2022 et tout ça. Mais ça, je peux vivre avec. Enfin, iComics ne fera jamais plus de bouquins que ce qu'on fait chaque année, c'est-à-dire entre 20 et 25, plus proche de 20 que de 25 maintenant. J'ai accepté ça, j'aime cette idée, je trouve ça cool, ça permet de combattre la surproduction aussi, ça permet de se concentrer vraiment sur ce qu'on fait et tout. Donc voilà, The Witcher va prendre 2 slots par an, ça va, je m'en remettrai. Surtout que Rick and Morty, la série principale, va s'arrêter. Ouais. Tu vois, donc ça va aussi laisser des places et tout. Je crois c'est l'année où on aura le plus d'indés l'année prochaine. On a fait un calcul, tu vois, il y a pas longtemps. Donc au final, t'arrives toujours à retomber un peu sur tes pattes. Et à un bouquin près, ce sera toujours à peu près les mêmes proportions de toute façon. Pareil pour les Tortues, tu vois, les Tortues, coup de bol, comme le 15 est décalé là au mois de janvier, on va avoir 15, 16, 17 en l'espace de 6 mois. Puis à la fin d'année, les classiques et The Last Ronin, puis le tome 18. Qui en plus préfigure juste Shredder in Hell qui arrivera très tôt en 2023. Donc ça va être très cool aussi. Il y a quand tu fais peu de bouquins en fait, il y a aussi un peu la magie du calendrier qui s'opère toute seule. Tu vois, t'avances doucement et puis tu vois, tu te dis ah yes, il y avait ça, puis là on aura ça et puis ça c'est cool et puis machin. Et puis on les aime sincèrement nos bouquins. Je pense que ça compte aussi, tu vois, genre vraiment on aime ce qu'on fait, que ce soit Julie, moi, les gens qui les travaillent, la diffusion et tout. Voilà. Après il y aura des gros changements structurels à la fois pour Brajlon et pour iComics dans l'année à venir en gros.
Ça changera à peu près rien, je pense, sur ce que les gens liront ou découvriront en librairie ou achèteront et tout. Tu vois, c'est vraiment nous notre popote interne. Et comment on va gérer ça? Bah ça, ce sera un gros travail pour nous, mais invisible aux yeux des gens qui vont en librairie. Et ce sera à nous d'être bons par rapport à tous ces changements, quoi. Par rapport à la gestion de la licence, justement, enfin, sur Tortue Ninja particulièrement, parce qu'il y a quand même d'autres séries qui existent. Donc, t'as celle d'IDW, t'as les classiques. Ouais. Donc, t'as des spin-offs aussi que tu peux proposer. Et tu te dis pas d'aller, par exemple, chercher les séries, les autres séries. Là, j'avais un call avec Nickelodeon il y a 2-3 jours, là. Et, parce que Weta, alors c'est porte un autre nom maintenant, Weta. Vestron. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est Weta Vestron. Exactement. Voilà. Achète des trucs de Bisley, Eastman et compagnie. Ouais, t'as eu c'était leur truc des années 90. Body Count, ouais. Et là, ils voulaient acheter du Tortue Unjudged Pages Spectacular, je sais plus quoi, sur la série animée des années 90. Donc, en fait, nous, on a un espèce de droit de regard ou de premier choix, tu vois. Donc, on me pose la question, et si je dis non, après, ils ont le droit de vendre à qui ils veulent. Et en l'occurrence, j'ai dit non parce qu'on n'a pas la place, tout simplement. On peut pas faire plus de Tortue que ce qu'on fait. On est déjà au maximum de ce qu'on fait. Et puis, voilà, on a des échéances de ouf. C'est-à-dire qu'on a la série régulière qui arrive quand même dans un momentum, là, vraiment, avec le numéro 100 qui est un peu, tu vois, au détour de 2023. Votre ligne de mire. On a les classiques qui trouvent bien leur public. On a The Last Rodin qui est littéralement le trait d'union entre les deux. On a Shredder in Hell qui arrive derrière. On a une possibilité de reboot une fois que Sophie Campbell arrive dessus. C'est ma question. Est-ce que après le numéro 100... J'y réfléchis. Je sais pas encore. J'ai étudié différentes options et tout. On verra ça avec la diffusion aussi, tu vois, à ce moment-là. Et parce que tu as la perspective de pouvoir te faire une série qui va post-tome 30, enfin ce genre de choses-là. Mais ça me fait pas bander tant que ça. Non. En même temps, le relaunch non plus. Je sais pas. C'est juste que moi, je trouve que ça mérite un relaunch parce que c'est vraiment différent. Et que ça permet un peu de clore, bon, Tom Ball c'est revenu depuis, mais de clore un peu cet énorme run de Tom, tu vois, avec Mathéus et puis Dave et Ben Bishop et tous les gens qui ont travaillé dessus. Je sais pas encore. En vrai, l'avantage, c'est qu'on a le luxe d'avoir un peu le temps aussi pour voir venir, de voir où on va avec les Tortues aussi dans le courant de l'année. J'ai eu des très 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 bonnes nouvelles côté cinéma avec Tortue Ninja. Enfin, tu vois, le projet de Seth Rogen notamment, qui s'annonce excellent. Enfin, de ce qu'on en a vu, honnêtement. Attendez-vous à du Spider-Verse. Donc t'as vu des trucs, globalement. On a vu des trucs, on a là cette chance de voir des choses. Donc voilà, je suis aussi patient, quoi. Tu vois, je sais que donc ce sera pas pour 2022, ça, ce sera pour 2023. Mais à voir du coup en 2023 comment l'actu aussi nous porte. Est-ce que le relaunch, moi je rêve de pouvoir faire, mais c'est vrai sur Rick and Morty aussi, de pouvoir faire des formats intégrales derrière. Le problème c'est qu'avant de taper du format intégral avec les super belles couvertures de la IDW Collection là, faut déjà clore quelque chose. Et puis donc c'est ça que ça permet aussi le relaunch, c'est de republier les numéros classiques en version IDW Collection là. Ouais. Ce qu'on peut pas faire en doublon à côté parce qu'on n'a pas assez de lecteurs tout simplement. Donc ouais, enfin voilà, je pèse les pour et les contre, j'y pense quasiment tous les jours, hein, tu vois, c'est des petits sujets en tâche de fond et puis il y a un moment où on devra prendre une décision, on la prendra tous ensemble et pareil on notre âme et conscience et on ira. Mais l'avantage c'est que pendant 2 ans et demi, Tortue, ça a été vraiment un poids à porter, quoi, en interne et tout. On m'a fait comprendre... Enfin, maintenant, je peux le dire, hein, j'ai posé ma démission le jour où on m'a dit on arrête les Tortues. Donc, du coup, on n'a pas arrêté les Tortues. et c'est aussi pour ça que je me suis battu comme un chien derrière pour pas avoir tort et pour dire, regardez, ça peut marcher, ça va marcher. Voilà. Aujourd'hui, on est, je te dis, sélectionné à Angoulême. Alors, certes, j'ai moi-même un peu de mal à comprendre comment ça peut arriver, mais je prends. Tu vois quand même dans le comité qui a pu la proposer. Ouais, mais bon, je sais très bien tous les ans qu'il y a une personne du comité qui peut pousser un truc. C'est pas pour ça que ça va make the cut. Il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, exactement. C'est-à-dire quand même que ce qui est cool, c'est que au-delà des personnes qui connaissent ton travail et qui pouvaient ça, ça veut dire que ça a convaincu c'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens avec Ebo, quoi, justement. Parce que le comité, il est pas fait que de Chris, tu vois, en l'occurrence, qui en fait partie, et j'imagine qu'il a été prosélyte des Tortues, puisqu'il adore cette série. Et pour info, Chris et moi, on se parle jamais, je savais pas du tout qu'il avait défendu les Tortues et machin. Enfin, tu vois, il y a pas de copinage du tout. Non, mais par contre, c'est juste que quand tu connais le personnage, tu sais qu'il est fan des Tortues, donc tu sais qu'il a. Je me suis douté quand j'ai vu qu'il était en sélection, en sachant qu'il était dedans, il avait peut-être quelque chose à voir là-dedans. Et ça m'a été confirmé par un ami commun ensuite. Et tu vois, même lui, il est pas venu me le dire derrière et tout, mais je le remercie, je profite de ce podcast pour le remercier, du coup, évidemment, parce que c'est un honneur de voir ces séries défendues comme ça, surtout dans un haut lieu comme Angoulême. Donc ouais, mais globalement, les comics, c'est un peu ça, hein, tu vois, c'est quand même assez... je dirais pas que c'est tranquille parce que ce serait
tu vois, faire un peu injure à tout le travail qu'on fait dessus quand même. Mais on prend notre temps, on est tranquille. Quand même. Nous, on est tranquille vis-à-vis de iComics. On sait que c'est une collection qui marchote, tu vois, elle gagne un peu son argent à la fin de l'année, c'est cool, tout le monde en est content. En tout cas, elle en perd pas, tu vois, donc tant qu'elle en perd pas, c'est chouette. Et puis, on fait des beaux projets, on a une communauté hyper soudée. Bon, le problème, c'est qu'on est 30, mais tu vois, c'est toujours les mêmes gens qui sont là pour après, vaut mieux, est-ce qu'il vaut pas mieux avoir 30 personnes ultra déter et qui vont te suivre vraiment sur tout ce que tu fais plutôt que 500 personnes mais qui achètent que un truc de temps en temps? Si t'es artisan boulanger, ouais, si t'es éditeur qui essaye de faire, tu vois, non. Évidemment que mon but c'est que les bouquins soient lus par un plus grand nombre de personnes juste parce que c'est l'essence de mon métier, de partager on est bien entre plus nous. grand nombre. Toi, moi, le lecteur du coin là, c'est ouais, et Fabien, Émilie, tu vois, on se connaît, hein, mais non, puis c'est même des gens, enfin tu vois, genre les lecteurs de iComics, c'est fou à dire, mais souvent je vais chez eux, il y en a plein qui sont venus chez moi, tu vois, quand on se déplace dans les villes, c'est surtout des lecteurs de iComics qui viennent nous voir et tout ça, donc il y a ce côté très familial, très cool que moi j'adore, et puis surtout le comics, ouais, ça vivote tellement peu en France que nous qui essayons de faire des tournées en période de Covid et tout ça, bah tu vois, du coup on essaie de tisser un peu du lien. Ce que je regrette juste, c'est que on recrute aussi peu, qu'il y ait aussi peu de gens qui arrivent à s'y mettre. Après, je comprends, ça coûte une fortune, c'est un peu aride. On sait pas trop ce qui est bien, ce qui l'est pas et tout. Enfin, tu vois, bon, à part Saga et tout ça, évidemment, il y a des chefs-d'œuvre, il y a des trucs que tu peux pas rater, mais c'est assez flou le comics dans la tête du néophyte en fait, et surtout bon, pour les 3/4 des gens le comics c'est Marvel et DC, mais voilà, c'est insupportable comme idée, j'en peux plus perso, mais le problème c'est que c'est un frein énorme au recrutement quoi du coup, et puis bah voilà, après il y a des logiques de marché en librairie, le comics étant le truc qui vend à peine 10% alors que le manga en fait 60 et le franco-belge 30, tu vois, bah ouais, de fait tout le monde s'en fout quoi, enfin tu vois, c'est relégué au fond de la librairie machin et tout, donc ça j'essaie de combattre ce truc. Et il y a aussi un truc qu'il faut dire quand même, dans la communauté comics on est clanique, c'est notre faute, on est comme ça, on est dans cette logique de nous on a les comics et c'est notre truc à nous, et tu vois il y a un peu ce truc à moi, on est un peu Gollum tu vois avec le comics. Alors quand je dis nous, c'est nous tous. Je sais que toi t'essayes de faire connaître des comics au plus grand nombre, moi aussi, plein de fidèles aussi, mais globalement, la communauté comics renvoie un peu cette image-là, de trucs assez repliés sur elle-même et tout ça, où il y a ses codes, il y a ses notables, il y a ses trucs et tout. Moi, j'ai jamais été trop fan de ça, tu vois, genre même à l'époque de Comics Blog et tout ça, tout le côté justement notable et les quelques personnes, tu vois, qui font un peu la pluie et le beau temps, ça m'a toujours un peu fait chier quoi. Mais après tu fais la pluie et le beau temps dans un milieu où il y a pas de météo quoi, donc oui bah, c'est une très belle image, mais justement c'est pour ça que je trouve ça un peu absurde le côté tu vois un peu notable du truc et tout. Il y a un moment où tu sais tout ce qui était l'appareil critique était un peu confisqué par quelques-uns, enfin tu vois, je parle d'un temps d'ancien, hein, donc c'est pas je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. C'était avant que tu débutes sur DC Planet, c'était avant Comics Blog et tout ça. Je te parle d'un temps vraiment, je suis encore bloqué là-bas moi, dans les années 2000, début des années 2010, tu vois. Et mais c'est pas grave en plus, hein, parce que ça amène aussi plein de belles choses, et tu vois en convention c'est cool aussi de voir les mêmes têtes parce que globalement les gens s'aiment bien dans cette communauté et tout ça. Donc la question de pourquoi est-ce que on n'arrive pas à mettre des gens aux comics, personne n'a de vraie réponse. Les facteurs sont hyper multiples, et voilà. Maintenant bah par exemple avec The Witcher on va tenter. Est-ce que le 9,90 ça fait que des gens vont aller lire du comics en profitant du fait que c'est comme un sacré bateau pirate The Witcher, parce que tu vas parler aux fans des romans, aux fans des jeux, aux fans de comics, aux fans de la série. Donc tout ça en tout cas apparemment la saison 2 est vraiment mieux que la première, donc ouais je sais pas, du coup j'ai pas du tout regardé, mais j'ai lu ça aussi, en tout cas qu'il y avait plus d'ambition, plus de moyens, plus de tout ça, mais c'est à dire que là-dessus de toute façon t'auras le double facteur, c'est à dire que t'auras le facteur du prix qui peut pas être total dans l'équation, mais qui est un facteur à prendre en compte malgré tout, quand même. On en discute pas mal, notamment si tu veux du facing en Fnac, en fait c'est aussi bête que ça. Si tu veux la giga PLV et tout, bah c'est plus simple si ton truc il est à 9,90 parce que du volume. Et puis à côté, t'as les Fnac aiment ça, donc puis t'as le deuxième argument que met souvent Xavier Gilbert aussi en avant, c'est l'intérêt. Et l'intérêt pour The Witcher, pour Sorcerer, il est présent effectivement. T'as de la chance d'avoir quand même un parc de gens intéressés qui est énorme techniquement. Il y a de ce que nous on voit chez Brage, effectivement il y a un vrai noyau dur qui si tous les lecteurs, sera là pour tout ce qui est The Witcher. Si tous les lecteurs, si tous les gens qui regardent la série, et si tous les mecs qui ont joué et meufs qui ont joué aux jeux vidéo se disent vas-y je vais me prendre le premier tome parce qu'il est pas très cher, techniquement c'est un peu notre réflexion. Après évidemment ce sera pas tous, mais c'est la réflexion que moi j'ai soumise à mes boss, et c'est ce qui les a convaincus aussi justement. Après moi ce que je veux c'est que ce soit un bateau pirate pour que les gens se disent iComics c'est quoi ce truc, et tu vois ils regardent les pages de pub et se disent ils font Lock and Key aussi, délire, bah du coup c'est quoi avec Giants, tu mettras les pubs de... oui toujours, on le fait toujours.
Ah ouais, c'est hyper important pour moi à la fin que tu puisses voir des couvertures d'autres bouquins. C'est primordial. Enfin, moi, je sais que j'ai découvert à l'époque où j'y connaissais rien, tout ça. C'est les pubs à la fin des ouvrages aussi qui m'ont fait dire putain, elle est cool cette couverture, c'est quoi machin. Je vais en librairie, j'en parle à mon libraire, il me dit oui, non. Et voilà, après go. Et justement, tu vois, imagine le lecteur, le gamer The Witcher qui couvre pas de comics et tout ça, qui va un peu voir le MCU et pour qui les comics c'est Spider-Man et tout ça, qui se dit ah tiens mais ils font aussi Lock and Key à des bars et tout, il voit la couve d'Ikill Giant, il se dit mais ça a l'air cool ça, bam il va en librairie, il prend Ikill Giant, il adore, il découvre les comics, enfin tu vois, je crois un peu à ce passerelle. Voilà, ces petites passerelles et ce petit chemin de chacun. Je pense que c'est important que tout le monde fasse son petit chemin aussi. Là-dedans, tu vois, on le vit tous, ça. Tu vois, on a tous des chemins différents, on est tous passés par souvent les mêmes bouquins, mais dans des ordres différents et tout ça. Et je trouve que c'est passionnant avoir ce truc-là. Donc, tu sais que même si c'est une seule personne, il y a peut-être une personne qui, grâce à ça, va acheter Shanghai Red et va adorer Shanghai Red, va se poser des bonnes questions, etc., etc., etc. Donc, voilà, c'est de l'essence de notre métier. Nous, on est là pour propulser des histoires, les partager et les rendre les plus accessibles possibles, que ce soit en disponibilité, que les bouquins soient imprimés, parce que c'est un vrai sujet quand même, ou avec le prix quand on essaye de le tirer vers le bas quand on le peut. Après, voilà, The Plot, il doit être à 16,90, bah, je peux pas le faire moins cher. Parce que il a déjà tellement zéro rentabilité que le 16,90, j'ai conscience que c'est cher. Je le sais, j'étais chez Pulp il y a pas très longtemps, on m'a dit, ouais, 16,90 c'est cher et tout. Je dis, ouais, mais les gars, moi, le moindre euro, il compte là-dessus, en fait, si tu veux. Pour qu'il y ait un The Plot tome 2, le moindre euro va compter et tout. Et les gens qui vont l'acheter, je veux pas dire ils sont pas à 1 euro près, je connais pas les finances de chacun, mais si t'es prêt à mettre 15,90 sur The Plot, normalement t'es prêt à mettre 16,90 sur The Plot. On pourrait abuser et dire ok, on va à 17,90. Et on essaye toujours tu vois, de garder le truc. Et mais ça, je pense qu'on l'a prouvé depuis longtemps chez iComics ou encore plus avec Mangetsu. On n'est pas une boîte qui essaye de faire un pricing pour marger sur le prix en fait. Tu vois, on essaye toujours. Là, j'ai les chefs-d'œuvre devant moi. Tu vois, du 400 pages avec autant d'effets de fab sur Junji Ito à 19,90. On n'en voit pas beaucoup. Ouais, tu vois. Et c'est une vraie fierté que moi, vraiment, c'est une des vraies fiertés que je retire de mon taf ici. Tommy à 24,90, j'en suis trop fier. C'est le genre d'exemple où là, tu sais que personne n'aurait pu faire mieux, quoi. Ah bah, moi, je suis un marxiste dans ma tête quand je fais des trucs comme ça, tu vois. Je me dis, c'est pour le pulp, tu vois. C'est pour nous, quoi. C'est par nous, pour nous, quoi. Comme dirait Booba. Pour nous, par nous d'ailleurs. Justement, aussi sur cette question un peu d'attirer du nouveau lectorat, parce que tu as quand même la particularité sur tes titres indés d'en avoir plusieurs, bon, alors qui ont reçu des prix et tout ça, notamment aux Eisner et tout ça, mais surtout d'être en voie d'adaptation. Ouais. Et on l'a vu avec Lock and Key, avec The Boys, avec Umbrella Academy, que les adaptations peuvent être des vrais moteurs. Laisse tomber, ouais. Donc, est-ce que c'est des choses aussi sur lesquelles pas forcément tu comptes, mais bon, t'habites J'en ferai pas une règle. Skyward. J'en ferai pas une règle du tout parce que Umbrella, en fait, ceux que tu cites, The Boys est arrivé à un super moment par rapport à Prime Video. Umbrella était un peu la première série de comics adaptée sur Netflix et propulsée en mode, tu sais, les grosses releases du vendredi de Netflix, tu vois, les Netflix Originals, série AE, machin. En plus, il y avait Elliot Page qui était, enfin tu vois, un peu une attraction aussi par rapport au fait qu'il n'avait pas joué depuis longtemps dans des séries ou dans des films ou quoi. Lock and Key arrive à un très bon moment en termes de timing aussi sur Netflix. The Witcher encore plus parce que nous on a surtout vécu avec The Witcher chez Brajlon qui a, c'est simple, The Witcher était le numéro 1 des ventes de livres en période de Noël en 2020 du coup ou 2019 c'était juste avant le Covid. Donc ouais, ça fait une différence gigantesque. Maintenant, plus on avance, plus il y a de contenu, plus il y a de contenu adapté, plus moins les gens sont dupes aussi parce que je crois qu'on peut le dire, Lock and Key, c'était quand même vraiment pas ouf. Non, tu vois, ça commençait pas mal. Moi, j'aime plutôt bien les 2 premiers épisodes. Ça finit très mal. Donc, il y a une perte de confiance énorme là-dessus. J'ai tendance à croire que ça dure pas en général. Tu vois, si tu donnes pas de la qualité, les gens, au bout d'un moment, ils en ont un peu plein le dos. D'ailleurs, ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, c'est du contenu original. Tu vois, Arcane ne fonctionne pas parce que c'est LOL. Arcane fonctionne parce que c'est extraordinaire. Squid Game, ça fonctionne pas que parce que c'est #Battle Royale. Ça fonctionne parce que c'est le Zeitgeist à 10 000%, que tu vois, c'est du contenu coréen, plutôt quali, tu vois, sulfureux, tout ça. C'est la société ER, ouais. Donc, tout ce côté adaptation, je me méfie un peu. Et je me méfie d'un autre truc, c'est que nous, nos adaptations, à part Shadecraft, en général, c'est du cinéma. Et qu'aujourd'hui, au cinéma, si tu t'appelles pas Spider-Man No Way Home, t'existes pas. Je veux dire, Del Toro est en train de se prendre la tarte de sa vie là en ce moment avec Nightmare Alley qui paraît-il est pas mal d'ailleurs. Et globalement, je voudrais pas dire qu'on était des oiseaux de mauvais augure à l'époque de Hearts et des podcasts, mais tu vois le côté le cinéma qui devient un peu un théâtre façon Broadway où c'est juste du grand spectacle et tu vas
littéralement pour le popcorn et les sièges qui bougent. On y arrive de plus en plus. Donc, quelle sera la place d'un Bitterroot là-dedans ? Aucune idée. Après, il y a une équipe de ouf. Bitterroot, de toute façon, t'auras par le réalisateur de Black Panther qui va quand même peut-être... Il produit, du coup. Ouais. Mais la réalisatrice, c'est Regina King. Et ça, moi, ça m'excite à mort. Parce que c'est une bête d'actrice. Donc, c'est quand même produit par le réalisateur de Black Panther avec la meuf de Watchmen. Ouais, mais voilà. Ça fait les noms pop culture très faciles. J'imagine que Legendary écrira Black Panther quelque part sur le poster, ouais. Est-ce que ça fera venir les gens en salle ? J'en sais rien. Aujourd'hui, sans vouloir faire le mec pessimiste, parce que j'ai l'impression que je me suis vraiment levé du mauvais pied là, je suis quand même un peu pessimiste, tu vois. Est-ce que ça peut vraiment marcher, vraiment faire connaître Bitterroot, vraiment pousser les gens à lire les comics, je sais pas. Donc voilà, je pense qu'il y a eu effectivement une sorte de mini âge d'or là qui a duré pas très longtemps sur Umbrella, sur Invincible, sur The Boys, sur Lock and Key, sur The Witcher. On est content, on en a eu 2 sur 5 là-dedans, donc c'est trop bien. Après, voilà, je vois les gens dans leurs habitudes de consommation et tout ça change quand même, tu vois. Et aujourd'hui, le service qui a le mieux cartonné en streaming, enfin qui a le plus recruté en streaming cette année par rapport à ses objectifs initiaux, parce que c'est Disney+ et Netflix sont tellement dans la stratosphère que je les écarte un peu, c'est Apple. Et Apple, il se distingue par quoi ? Par la qualité, tu vois. Genre, Fondation, c'est pas ouf, mais c'est quand même vachement mieux que toutes les séries de SF ou de fantasy qui sortent en face. Ted Lasso, bête de série. Tu vois, sur moi, meilleure série de l'année. Bon, c'est sorti l'année précédente, la saison 1, mais tu vois ce que je veux dire ? Et je crois davantage Arcane, ultra quali, enfin, tu vois, donc ça marche et tout. Et en fait, tout dépendra aussi de comment les projets sont menés. Donc, Bitterroot, ce qui me donne confiance, c'est que l'équipe est de qualité. Donc je me dis, ils sont capables de nous faire un film qui est charmé, quoi, tu vois, et vraiment un bête de film. Et même si au cinéma, il a un destin qui est pas ouf, bah peut-être qu'il se rattrapera derrière, ou tu vois, en termes de fame ou machin. Tu vois, Kick-Ass, c'est le film le plus piraté derrière Avatar. Donc destin au ciné un peu maudit, ouais, mais c'est resté le film générationnel de ouf pendant très longtemps pour, tu vois, les gens qui voulaient un peu parler de super-héros et tout. Donc voilà, c'est pas une baguette magique, c'est un super coup de pouce, c'est un honneur de ouf de voir les héros que toi tu travailles pendant des années en comics prendre vie à l'écran, surtout s'il y a des bêtes d'acteurs et tout derrière, je veux dire, c'est un plaisir énorme. Maintenant, j'achète pas des bouquins parce qu'ils vont être adaptés, quoi. Tu vois. Surtout que de toute façon, les Américains, tout ce qu'on achète, ils nous disent que ça va être adapté. Et au final, il y a 1% de ce qu'on nous dit qui l'est réellement. Donc, tu vois, voilà, je me méfie. Ça se trouve, Skyward, on n'aura finalement jamais le film, tu vois, j'en sais rien. Ça se trouve, Sony va dire, oh, puis finalement non, et puis finalement machin. Et notamment parce que l'actrice qui devait jouer Willa au départ, bah, elle est plus dispo parce qu'elle a pris un peu du galon quand même dans la galaxie hollywoodienne. Et donc, ils vont devoir retrouver quelqu'un d'autre, etc. Les projets dans les tiroirs à Hollywood, il y en a beaucoup plus que des films qui sortent. Il faut rappeler, encore une fois, qu'un jeu vidéo ou un film qui sort, c'est un miracle. Vraiment. C'est un miracle de réussir à produire quelque chose, que ce soit bien ou pas. Après, si c'est bien, c'est encore plus un miracle. Mais tu vois, ça reste une espèce de loterie, quoi, et à laquelle je suis personnellement pas très intéressé, mais aussi parce que je suis super blasé d'Hollywood, donc tu vois, vraiment, mais je suis allé voir No Way Home comme tout le monde la semaine dernière. J'étais pas allé au ciné depuis longtemps. Et je suis allé voir Spider-Man, quoi. Ouais. Mauvais film, super moment en plus, donc le paradoxe total, tu vois, genre non mais vraiment, hein, j'étais consterné, mais j'ai eu les larmes aux yeux. Ça devait être quelque chose de bizarre quand même. Ouais, mais après bon, moi tu vois, ça choque tout le monde quand je dis ça, mais moi j'aime pas trop la trilogie de Sam Raimi et tout, donc je dirais Spider-Man au ciné, ça m'a jamais fasciné, mais bon bref, on n'est pas là pour parler de No Way Home, tu vois, parce qu'en plus ça donne envie d'en parler. Pas sur un truc de Die Comics du coup. Ouais. Donc Lock and Key quand même, c'est beaucoup de retard au final, mais ça sort quand même ce printemps. Ça sort là au mois de mai, ouais. On a tout reçu là, on a les fichiers et tout, donc c'est pour de vrai cette fois. On a le fameux dernier chapitre et tout, on a tout ce qu'il faut. Ça sort au mois de mai. Ouais. Donc Impale Battalions Go et le crossover avec Sandman. C'est ça exactement, ouais. En fait, alors il faudrait que je te fasse le listing exact parce que c'est un bébé de 300 pages quand même, 320 pages, donc il y a beaucoup d'histoires courtes. Mais il y a effectivement dans l'inédit Impale Battalions Go et puis le crossover avec Sandman Indeed et tout ce qui est leur interprétation de la guerre d'indépendance, de la Seconde Guerre mondiale et tout ça, et plus Small World, plus pas mal d'autres petites choses et tout. Et la guerre d'indépendance, c'est Impale Battalions Go du coup. Ouais, je te sortirai le listing exact parce que je l'ai jamais en tête et puis je m'y perds un peu. Mais en tout cas, c'est des histoires vraiment cool. C'est vraiment quali. Moi, je préfère largement ce tome, l'âge d'or. Je vais arrêter de l'appeler tome 7 ou tome 0. Donc ce ne sera pas un tome 7. Il n'aura pas de numérotation. Il va s'appeler Lock and Key 2. L'âge d'or.
je trouve ça hautement plus quali que les 6 tomes de Lock and Key de la série régulière, tu vois. Mais c'est complètement différent aussi. Hein. Enfin, je dirais, ils sont partis dans un truc très différent. On est moins dans le manoir, moins dans la famille, moins dans la malédiction. On est beaucoup plus ailleurs, dans d'autres époques. Tu vois, il en profite pour brosser bien d'autres choses, quoi. Donc, pour le coup, j'ai pris un vrai plaisir à les lire, quoi. Après, quand je dis que je suis pas fan de Lock and Key, ça veut pas dire que j'aime pas Lock and Key, hein. Attention, hein. Je vous rappelle que moi je peux te couper, propos, je peux reprendre des morceaux de phrases et te faire dire ce que je veux. Exactement, mais tu peux même me deepfaker. C'est ça. Je peux faire, j'aime pas. C'est bizarre, deepfaker, ça ressemble à un verbe assez moche. Mais justement, c'est par rapport à Joey où t'as quand même fait, enfin, tu poursuis un peu une politique d'auteur là-dessus aussi. Mm-hmm. Parce que tu annonces en fait plusieurs adaptations. C'est cool d'écrire au fils de Stephen King, je vais pas te mentir. C'est sûr, ouais. C'est un petit frisson quand tu reçois un mail de Joel, c'est pas mal, tu vois. Donc je ne connais pas ce sentiment. Bah, on va essayer bientôt. Pas encore. Et mais par contre, voilà, donc plusieurs adaptations de ces nouvelles. Donc après, tu as une réédition de The Cape. Donc là, je sais pas si c'était réédition plus inédit. Plus inédit, en fait, The Cape, Brajlon, enfin Milady Graphics à l'époque. Bon, on parle de ça. Il y a des gens qui étaient au primaire, je pense, dans les gens qui nous écoutent. Mais en début des années 2010, là, effectivement, Milady Graphics sort The Cape et The Cape 1969. Donc The Cape qui se passe dans un monde contemporain et 1969 qui parle du père, du coup, et donc de l'origin story un peu de la cape au Vietnam, assez politisé comme récit et tout, hyper intéressant. Ça mélange des délires un peu chamaniques, tu vois, au Vietnam et tout. Enfin, j'aime beaucoup, moi, 69. Et il y a eu un 3e tome qui est sorti en 2017. Donc quand nous on a créé iComics, et sauf qu'on n'avait plus les droits de The Cape à ce moment-là, donc tu vois, c'était pas la vous les avez priorité. Pris d'accord, je vous demandais, c'était juste une non, on les a rachetés en fait, c'est même pas juste un renouvellement, on les a rachetés à IDW. Bon, après on s'entend bien, tu vois, donc ça s'est fait comme un renouvellement en réalité, mais ces droits étaient échus effectivement, donc on les a repris. Et en fait, si tu veux, je sais que aujourd'hui c'est pas mal pour DC, qu'il a, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais le Joelverse là en gros, c'était Hill House, ouais. Hill House, voilà, c'est ça, du côté d'Urban et tout, et bah c'est un peu un auteur maison quand même, Joel aussi, avec Lock and Key comme son gros succès machin et tout. C'est pour l'histoire, les gens de ma direction et Claire s'entendent très bien avec lui depuis longtemps. C'est un mec qui est, enfin, voilà, beaucoup de gens de la boîte étaient à son mariage, tu vois, il est venu souvent dans les bureaux et tout, dès qu'il passe à Paris il passe boire un café et tout, donc il y a une vraie relation de qualité avec Joel, quoi. En plus de ça, c'est un mec que moi je trouve assez drôle et tout. C'est pas du tout un de mes auteurs préférés, mais c'est un mec vraiment cool. Mais tu sais, c'est aussi ce truc Never Meet Your Idol, c'était pas mon idole, donc du coup forcément je le prends, tu vois, comme ce qu'il est, quoi. Et donc c'est un mec très sympa et tout ça. Et on a discuté avec lui. Est-ce que The Cape, est-ce que machin, est-ce que nanana. Pour la petite anecdote, avant le Covid, on devait le faire venir aux Utopiales. Il devait y avoir une grosse expo et tu vois, il devait venir en France et tout ça. Donc il y avait un vrai plan d'accompagnement de Joe. Bon, ça tombe bien puisque comme l'âge d'or était pas prêt, du coup ça aurait pas été top, mais voilà. Et l'inédit du coup de The Cape, donc je le lis moi, tu vois, un peu par hasard une soirée, je me dis tiens, qu'est-ce que ça donne et tout, et je trouve ça hyper bien. Et du coup je dis à mes boss, est-ce qu'on le ferait pas, et venez, on se le fait en trilogie de l'été, quoi. Tu sais, moi j'ai toujours des idées bizarres avec les rythmes de parution, tu vois, ces trucs là, et je leur dis venez, trilogie de l'été, quoi, juin, juillet, août, bam, un tome par mois, comme ça les gens qui vont à la plage, hop, tu vois, à chaque fois tu t'en fais un et tout. Et ils m'ont dit ouais, cool, on aime bien, allons-y, quoi. Donc on s'est parlé avec Julia, qui est la nouvelle merde, comment on dit, manager des droits étrangers chez IDW. Et on a hyper vite trouvé un terrain d'entente, on s'est mis d'accord, voilà, on en a parlé avec Joe, et puis tout le monde était content, et ça s'est fait super naturellement. Et moi je suis content, j'aime bien ce côté aussi un peu roman de gare, tu vois, qui peut y avoir, enfin comics de gare on va dire, quoi, qui peut y avoir avec The Cape, et c'est quali, donc vamos. Puis t'as l'avantage après sur ton CEP de pas devoir repayer genre pour la traduction, ce genre de choses là qui vont être tout à fait, on va effectivement juste réviser la traduction. En plus c'était Max Lodin, donc autant dire que c'est une traduction qui était impeccable, c'est le meilleur traducteur de comics tout court, donc voilà. Et on lui fait du coup traduire le 3e en ce moment là. D'ailleurs, faut littéralement que je réponde à son mail de ce matin. Et donc oui, sur le CEP, ça réduit forcément les coûts puisqu'une partie du travail a déjà été faite. Après, on va changer les couvertures, on va essayer de faire un truc beaucoup plus moderne et tout ça, enfin de changer un peu faut l'adapter à ta charte graphique. De toute façon, exactement. Donc, mais ouais, non, je suis content de sortir The Cape, c'est cool, quoi. Ça permet en plus de parler un peu de super-héros. Moi, j'avais adoré quand on avait republié aussi la trilogie de Warren Ellis. Oui. Tu vois, c'est un peu comme Mark Waid, tu sais, quand il réécrit Superman à toutes les sauces, bah
c'est un peu pareil. Moi, j'aime bien toutes les réflexions autour du héros, du vigilante et tout ça. Et puis surtout, souvent, forcément, c'est un mec qui est complètement torturé, qui est en fait un anti-héros. Et puis, tu vois, il y a toujours cette espèce de twist. Et Joe Hill est quand même, tu vois, moi, c'est pas un de mes auteurs préférés, mais c'est quand même un bête d'auteur, quoi. Force est de constater que c'est un mec qui écrit très, très, très bien. Donc, c'est ce qui t'a aussi poussé, enfin c'était dans un même deal alors que t'as pu aussi prendre les droits de Rain, qui est donc non, pas du tout, l'autre adaptation de non, nouvelle. Non, Rain, j'y vais pour Zoé, j'y vais pas pour Joe Hill, ça aurait été quelqu'un d'autre que Joe Hill, on aurait fait Rain quand même. C'est juste que ça tombait méga bien que ce soit un texte de Joe Hill et voilà, mais ça fait longtemps que je voulais bosser avec Zoé, on l'a fait, je l'ai fait un petit peu via Bubble sur dans les yeux de Billy Scott et tout. Voilà, je voulais juste la publier tout simplement et l'histoire est super. C'est une nouvelle de Joe Hill au départ et l'histoire est super et le fait que Joe et son éditeur qui est l'ancien boss d'ADW ait aussi flashé sur Zoé, moi ça m'a un peu conforté dans ma position de ok, je suis pas fou, en fait cette meuf a vraiment un talent dingue et voilà, ça s'est fait en une heure, Rain, vraiment quoi, tu vois, parce que on s'entend très bien avec l'agent d'Image, Dirk, et du coup on s'en parle et puis il me dit vas-y let's go, c'est bon. C'est bon, c'est pour vous. Enfin, tu vois, évidemment que c'est taillé pour vous. Tu vois, je lui ai parlé du coup de Billy Scott d'un côté et du fait qu'on avait Joe Hill de l'autre. Vamos, tu vois. Donc il y a les accointances, les liens qui permettent de faciliter avec Image, les souvent, choses. Ouais. Avec Image, fais attention à ça, ouais. Et sans forcément que quelqu'un se positionne également dessus. Alors. Ouais, il y avait un concurrent, mais je sais pas du tout. Je pense qu'on leur a dit non, désolé, ce serait plus pertinent de le faire là-bas. Image, ils ont ce truc de dire même non à des offres plus grosses parce que pour la vie du bouquin ce serait pas bien, ce que Boom ne fait pas par exemple, tu vois. Boom, ils vont toujours aller au plus offrant quoi, et bah, c'est comme ça, chaque boîte a ses petites particularités, ils ont pas tous les mêmes besoins et... bon, ce qui est drôle c'est qu'Image est celle qui a le plus besoin d'argent dans les deux, donc c'est là où tu réfléchis un peu au pourquoi du comment, mais ce qu'on dit, hein, l'argent attire l'argent, donc tu vois. Dark Image est plus en difficulté que Boom Studios c'est à des années-lumière, on se rend pas compte, ouais. D'accord. Non, effectivement, je pense pas qu'on se rend compte. Non, Boom, ça va très bien pour eux. Ils ont des capitaux de ouf, ils ont des levées de fonds, ils ont Netflix, ils ont des actionnaires de bâtards et tout. Image, ils ont viré 15 personnes il y a un an. Hein, donc, Image, aujourd'hui, c'est 5-6 personnes. Hein, c'est pas plus que ça, quoi. Donc, faut se rendre compte que... Et c'est des gens qui travaillent pour l'amour du comics, pour la passion, qui font tout pour faciliter le travail des auteurs et tout. On donne pas assez de valeur l'espèce de sacrifice que fait Image. Alors, sacrifice pourquoi ? Parce qu'ils pourraient gagner beaucoup plus d'argent, en fait. Et ils vont pas, ça les obsède pas plus que ça, quoi. Donc, voilà. Après, ils ont Robert Kirkman en actionnaire. Forcément, tu sais que si un jour t'es en banqueroute, en fait, t'es pas en banqueroute. T'as Bobby derrière qui peut assurer un petit peu. Ça va, ouais. Il a quelques dizaines de millions d'euros sur le côté dont il sait pas quoi faire. Toujours sur cette politique d'auteur, donc quand même double dose aussi en 2022 d'un monsieur britannique qui s'appelle Ramvir. Yes. Avec donc Radio Apocalypse. Yes. Qui avait déjà été annoncé d'ailleurs sur First Print au précédent prochain. Exactement. Et aussi du coup l'excellent Blue in Green. Alors 2023 Blue in Green du coup. Quand même Blue in Green du coup. Yes, okay. Ouais. 2023 Blue in Green, sûrement janvier 2023, donc c'est quasi 2022. C'est quand même confortant pour toi de pouvoir un petit peu continuer en fait de développer cet auteur que littéralement je pense que t'as été l'un des premiers à le ramener en France, en tout cas sur l'Indé clairement t'as été le premier. Ah oui on a été je crois qu'il a fait les trucs d'ici, que ça arrivait un petit peu plus tard. Exactement. Coup, on était de loin effectivement les premiers, c'était une volonté de ma part. Moi j'ai eu un coup de cœur pour ce mec professionnellement en lisant des Savage Shores et personnellement en discutant avec lui par DM, et voilà, c'est quelqu'un, on s'écrit quasiment tous les jours. Hein. Ouais, pour moi Ram c'est le plus grand talent de sa génération. Je sais pas grand chose de plus, c'est le Kylian Mbappé du scénario, tu vois. Non mais c'est vrai, il est trop fort. Il parle pas espagnol, mais c'est ce que j'allais dire. Il va pas signer au Real Madrid dans 6 mois, mais talent extraordinaire, un homme d'exception. Vraiment, qui a des valeurs, tu vois, chez qui la parole ça compte, un peu un mec à l'ancienne, tu vois. Moi je crois que j'aime bien un peu les gens à l'ancienne, tu vois. Et un mec qui est d'une intelligence rare et parfois flippante, qui est un vrai scénariste, qui aime ça, qui aime... Parce que le scénario, on a tendance à penser que c'est juste écrire des histoires et tout, mais non, ce serait trop facile. Tout le monde écrit des histoires et pose des concepts sur des post-it. Lui, il écrit. Vraiment, c'est un dieu du script. C'est un mec, ses dialogues, sa façon d'accompagner tous les artistes qui bossent avec lui, ses pitchs évidemment, parce qu'il pitch des trucs très différents, et voilà. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Vraiment, moi, j'ai eu un coup de cœur il est passé de Young Gun à Maître en l'espace de 6 mois dans ma tête. Parce que, en travaillant avec lui, parce qu'on travaille aussi sur d'autres projets qui sont pas forcément du iComics, en travaillant avec lui au quotidien, je vois l'intelligence du mec. Je vois son intelligence situationnelle, je vois tout ça. C'est une brute. C'est une brute, vraiment. Et c'est un homme
c'est un homme bien, c'est un homme bon, c'est, tu vois, c'est un vrai, et c'est pas juste un empate qui est sympa et qui te fait une tape dans le dos, hein. C'est quelqu'un qui a des valeurs énormes et qui lui viennent du fait d'être issu d'une diaspora à Londres, qui lui viennent de son mélange des cultures, qui lui viennent du fait que c'est un très grand érudit. Ouais, vraiment, moi je le mets. Pour moi, c'est l'héritier de Gaiman. Je suis pas très fan de Gaiman en perso. C'est l'héritier d'Alan Moore, c'est l'héritier de tout ça, tu vois. Et il se prend pas trop la tête là-dessus. Et tu vois, il m'a fait lire du DC avec son Swamp Thing qui est incroyable. C'est un talent fou. Donc c'est un honneur incroyable pour iComics de le publier. Après, je suis pas dupe. J'en profite tant que c'est possible. Parce que voilà, là les Star on se les fait piquer parce que ça arrangeait les gens qu'on ne l'ait pas, mais je sais que dans le futur les sommes qui vont être posées sur lui seront les mêmes que sur Remender, seront les mêmes que sur Jeff Lemire, seront les mêmes que sur Scott Snyder, que sur tous les gros mecs là, tu vois, de ouf, et je prends un malin plaisir à voir que DC Savage Shores fait des meilleures ventes que tous ces trucs là, tu vois, donc je suis content de pas m'être trompé ni sur la personne ni sur les bouquins. J'en profite tant que c'est possible. Et puis de toute façon, avec Ram, on travaillera toujours ensemble d'une manière ou d'une autre. On se l'est dit, on le fait déjà, et donc c'est concret. Et voilà. Je voulais quand même te poser une question par rapport à Blue in Green. C'est même par rapport à Radio Apocalypse, c'est tu envisages de changer tes formats ou pas, ou tu restes dans les mêmes charts parce que enfin je verrais très bien Blue in Green sur un format plus grand pour profiter notamment. Tu m'as dit ça pour DC Shores. Alors, mais je vais te le dire sûrement pour en même temps les artistes avec qui Ramvi travaille, c'est quand même. Non, mais c'est vrai. Non. Pour moi, le comics doit s'assumer en tant que comics. C'est un truc que je pense depuis longtemps. L'A4, c'est un format hyper universel et c'est une des forces du comics. Donc, non, c'est marrant, tu maintiens Mordicus, tu veux pas, quoi. Non, parce que après, c'est singer le franco-belge, on s'en branle, tout ça, c'est des. Non, mais il n'y a pas que le singer le franco-belge. Tu peux faire des formats agrandis qui soient pas juste dans le même format que le franco-belge. C'est pour ça que j'y viens, c'est pour ça qu'on réfléchit à des collectors. Et c'est pour ça qu'on a un tirage de tête sur The Witcher, parce que The Witcher permet de faire ce genre de choses. Blue in Green, on me laissera pas faire une seconde édition First End qui sort le même jour que la première. Ça, c'est pas possible. Mais oui, on réfléchit à ces trucs-là. Ouais, carrément. Bah, We Only, c'est pareil, tu vois. Surtout qu'aujourd'hui, là, on commence à se mailler un peu avec tu vois, tout le monde de la digigraphie, de l'impression de luxe et tout ça. Et on a fait des tests, et les auteurs sont comme des oufs dessus. Donc, on réfléchit à des méthodes, mais sur un bouquin comme Blue in Green qui va déjà être très très dur à faire connaître, parce que voilà, ça ressemble à du Sienkiewicz. Sienkiewicz n'a jamais vendu nulle part. Donc pourtant qu'il a la fame, hein. Ouais, c'est un très grand artiste, mais c'est un très grand artiste qu'on aime bien retweeter. C'est pas un très grand, tu vois. Les gens, est-ce que les gens vont lire ces New Mutants? Non, enfin, tu vois, je peux te le dire. Quand même, non. Les vieux, oui. Les tu vois, oui, peut-être. Mais non, évidemment qu'il y a des gens qui le lisent. Hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça n'en fait pas une pertinence commerciale pour autant. Alors que qui mérite plus que Sienkiewicz d'être publié dans un écrin de ouf? Personne. Et Blue in Green, c'est du Sienkiewicz, mais c'est pas Sienkiewicz en plus. Donc tu vois, t'as même pas le côté c'est l'auteur officiel et tout. Et par contre, c'est un one shot extraordinaire. C'est nommé aux Eisner, donc ça, on va essayer de s'appuyer un peu dessus. C'est un des meilleurs boulots de Ram. C'est un bouquin où on a investi un peu quand même, plus que de raison par rapport à ce que le CEP nous dit, parce qu'il était hors de question de pas l'avoir. Et qu'évidemment les gens qui ont été sur Layla Star ont voulu pas s'arrêter à Layla Star, hein, t'imagines bien. Mais voilà, après Radio Apoc, l'avantage c'est que c'est une série qui est à mon avis hyper universelle, que tout le monde peut lire. Bon, le dessin d'Anand est un petit peu que pont, tout ça, mais ça va, c'est pas Blue in Green par exemple. Donc non, trop bien. Et puis on a déjà la suite en 2023 avec Ram et tout. Non, vraiment Ram, le jour où j'arrêterai iComics, ce sera ma plus belle fierté avec I Kill Giants en fait, et les Tortues. Tu vois, je repartirai en me disant, ces trois trucs-là, ça a compté. Tu vois, vraiment, ça a compté dans l'écosystème un peu de la BD, tu vois, d'avoir sorti ces bouquins-là, quoi. Et surtout que c'est, Ram, on l'a lancé, I Kill Giants, on l'a déterré un peu, j'oserais dire. Bah ouais, et les Tortues aussi. Et du coup, dans les trois, il y a une vraie logique de combat et d'accompagnement, et tu vois, de tout ce qu'on peut mettre en passion, en énergie autour et tout. Et voilà, Ram, c'est Ram. Mais j'ai aucun doute sur le fait que d'ici 1, 2, 3, 4 ans, je sais pas combien de temps ça prend, ce genre de choses, il sera reconnu comme le meilleur de l'industrie. Et aujourd'hui, tout le monde lui court après. Il a de plus en plus de gigs.
laisse tomber. Marvel l'appelle toutes les semaines en disant allez s'il te plaît quand même, tu vois. Puis, mais lui il est bien chez DC en plus, il est bien traité. Moi il me le dit. Il va nous faire lire du Carnage de nouveau, tu vois. Et oui c'est vrai qu'il fait Venom et c'est ça. Non Carnage, il est co-scénariste sur Venom et puis maintenant il va reprendre Carnage. Donc, non mais trop bien. C'est un très grand auteur qui en plus mène très très bien sa carrière. Il sait très bien où placer chaque projet et tout. Il sait très bien ce qu'il fait avec chacun. Il est pas dupe sur justement tout l'écosystème et comment lui en fait peut être pratique à certains endroits pour certaines personnes et tout. Il en tire le meilleur à chaque fois. C'est juste un mec intelligent en fait, tout simplement. Tu mentionnais justement les tortues, c'est le moment de passer justement sur la grosse sortie. Alors on a parlé des tomes 15, 16, 17, tout ça, donc bien sûr on respecte tout ça. Mais quand même, The Last Ronin, c'est un autre délire. C'est l'événement de l'année pour moi. J'ai Witcher et Lock and Key, c'est pas mes séries, donc c'est l'événement de l'année pour iComics en règle générale. Le Dark Knight Returns des Tortues Ninja. Exactement. Pour moi, l'événement de l'année, c'est The Last Ronin, évidemment. J'espère juste que... Ça a été long quand même de l'attendre, parce que bon, avec les retards de publication, ça a été long et ça a été ubuesque. C'est-à-dire que moi, j'ai lu un premier Last Ronin qui n'est pas le Last Ronin qu'on va sortir. Que ce soit le premier numéro, où finalement ils l'ont fait redessiner, etc. Oui, c'est vrai que t'as pu voir. Ça a été un peu ubuesque. L'avantage, c'est qu'à chaque fois, ça a été plutôt pour le mieux et que c'est resté quali et qu'il y a vraiment, enfin, c'est un cadeau. Je sais pas si Begito écoute ce podcast, mais pour tous les trentenaires un peu geekos, un peu nerdos comme nous là, c'est un cadeau de Last Ronin. Genre vraiment, c'est un cadeau de Noël même. Tu vois, il y a un truc un peu, c'est quasi régressif. Tu vois, dans le pitch un peu justement le seul survivant, post-apo, machin, tout ça, blabla. Puis le côté un peu, on dirait du Mark Millar, tu vois. Mark Millar, je considère que c'est un peu régressif. Mais régressif, c'est pas péjoratif dans la bouche, hein, attention. Hein, c'est aussi, on peut prendre du plaisir dans des trucs régressifs, tu vois, sans problème. Et non, c'est l'éclat de ouf de Last Ronin. Laisse tomber. C'est un peu le récit ultime des tortues. Tu sais, c'est le what if ultime, quoi. Tout court, en fait, de toutes les licences, tout ça. Les tortues se prêtent trop bien à ça. Et en plus, c'est le trait d'union entre la série régulière et les classiques, puisque, que ce soit artistiquement ou au niveau du scénario, il y a quand même un vrai truc qui renvoie un peu aux deux et tout ça, et en même temps qui est résolument moderne tout en étant un poil à l'ancienne. Et non, l'éclate. J'espère vraiment que Omicron et toutes les autres merdouilles là qui vont nous arriver cette année vont nous foutre la paix et qu'on pourra faire venir Kevin au moins pour la promotion du truc. Il est d'accord, c'est pareil, c'était prévu. T'as toujours le projet, ouais. Ouais, il y a 2 ans, c'était l'invité d'honneur de Comic Con Paris, puis finalement, Covid et tout le bordel. Mais il y a 1 an, du coup, je me perds avec les années, c'est fou. Et voilà, j'espère qu'on pourra le faire. Tout simplement, j'espère qu'on pourra le faire parce que il a envie. Je sais que les gens l'attendent de ouf. Voilà, c'est le créateur des Tortues, tout ça. C'est génial, si tu veux, parce que il y a le côté fan service, tu vois. Mais en même temps, c'est un fan service qui me paraît très honnête, très concret, tu vois. Et j'aime trop ça. Donc, ça va être une belle fête avec les fans des Tortues. On va tout faire pour en faire une belle fête. On n'a pas eu beaucoup l'occasion, à part sur la tournée de Mathéus, d'organiser des choses autour des Tortues, vraiment, tu vois, focus Turtle, quoi. Et on va essayer autour de l'Astronine d'en profiter parce que, en plus, juste après, on aura Shredder et tout ça. Donc, voilà. Et pour la couverture, on va pas vous décevoir et il y aura plein de petits bonus et tout ça. On réfléchit à du collector. J'imagine, que tu peux. Le problème, c'est que comme il y a 274 couvertures, forcément, c'est un peu dur de choisir la bonne. Mais on va la choisir à l'aune de ce qu'on a développé là. Il y en a des. Enfin, bref. On va s'éclater. On va vous faire un écrin de ouf et j'espère qu'on pourra faire péter de la collector ou du goodies ou du print ou tu vois, des choses comme ça, organiser une tournée et tout. Vraiment. Moi, mon focus event 2022 sur iComics, c'est autour de The Last Ronin. Je sais pas encore comment ni pourquoi. D'autant que Comic Con Paris n'aura pas lieu au mois d'octobre cette année. Si jamais ça a lieu, ce sera plus tôt. Donc, ça pourra pas être Comic Con. Donc, ce sera à nous d'aller tourner un peu. Ce sera à nous, tu vois, de bouger. Et en même temps, je crois que je préfère ça plutôt que tu vois, les événements un peu officiels et machin et tout, ou qui sont très parisiens et parisianistes en général. Et voilà, mais ouais, j'ai trop hâte qu'avec Julie on bosse dessus, qu'on se prenne la tête sur les pages de garde, sur la couverture, sur la trad, sur les bonus. Parce que c'est un bouquin où là on va pouvoir ajouter du cahier de bonus à la fin, on va pouvoir essayer de taper du bonus inédit. Un cahier de bonus de 274 pages. Évidemment, on va en faire un 600 pages à 14,90. Et non, mais on va s'éclater dessus et voilà. Je vous promets qu'on va bosser dessus très bien et qu'on va essayer de faire les choses bien. Et tu vois, Tortue Ninja France, on va essayer de les impliquer aussi. Enfin, tu vois, comme les tortues vont mieux quand même, c'est vraiment l'occasion de se faire une belle fête en vrai. Donc
Voilà, ça va être le focus de fin d'année et même je crois que c'est mon événement de l'année avec l'animé d'Aoashi tout court en fait. Du côté Mangetsu, tu vois. C'est ces deux trucs là quoi qui vraiment qui vont te driver. À côté de ça, t'as la licence Rick and Morty qui arrive un petit peu à sa fin, mais tu t'annonces quand même aussi un nouveau spin-off. C'est quelque chose. Ça va tout seul en fait de faire vivre ce genre de licence. Tu t'y impliques. Rick and Morty, c'est sur les rails. Je vais pas te mentir, c'est le truc le moins dur pour moi. Déjà, la série régulière donc va s'arrêter avec le tome 12. Mais on aura sûrement une autre série régulière qui commencera l'année prochaine ou l'année suivante. Là, Onipress va s'apprête à la lancer. Ouais, après, en fait, ils ont juste remplacé la tomaison par le fait de faire des one-shots. Donc là, on a Rick and Morty Go to Hell, qui est génial, puisque en fait, c'est l'enfer de l'administration. Donc c'est un truc dans lequel moi, je me reconnais beaucoup, parce que je suis un peu phobique de l'administration, comme disait je sais plus quel ministre qui avait fraudé le fisc, là. Et il y a une couverture hommage à Jérôme Bosch, Jardin des délices, qui est un tableau. J'ai une reproduction de ce tableau dans mon salon et tout. Je vis avec tous les jours et tout ça. Donc ouais, c'est trop fun quoi. Tu vois, Rick and Morty, c'est trop fun. On s'éclate, c'est marrant, c'est con comme c'est pas permis. Ça fait rire tout le monde. Tu sais, quand je parlais de régressif et de plaisir coupable, bah là on est totalement là-dedans et on continue. Petite annonce, parce que je crois que je l'ai pas annoncé ça encore, on va republier la série régulière dans des formats intégrales très jolis, double a priori, avec les couvertures X-Rays, donc les gens qui doivent voir de quoi je parle, qui sont un peu comme les IDW Collection côté Tortue. C'est des couvertures où t'as à chaque fois un personnage iconique du truc et au milieu il est coupé, donc en fait tu vois son squelette en dessous et machin, donc le côté X-Ray du truc. Et elles sont super belles, elles sont super drôles et c'est l'occasion de republier Rick and Morty et continuer aussi à exploiter la série. Je rappelle quand même qu'aucun titre Mangetsu n'a battu les ventes de Rick and Morty tome 1 encore à date. Donc ça va arriver avec Tommy et je pense dans pas très très longtemps, mais enfin d'ici 6 mois quoi au max. Mais ouais le tome 1 de Rick and Morty ça reste, c'est mon tout premier bouquin ever avec The Few, donc forcément j'ai une relation particulière à ce bouquin et ça reste notre plus gros carton. À chaque fois que je vais en Fnac je le vois encore aujourd'hui et tout. C'est ce genre de livre tu sais qui est toujours présent quoi. Et donc et puis c'est Rick and Morty, tu vois, l'acheter pareil vu que c'est un peu la période des calls avec les World Company en ce moment. Et du coup, on se parlait avec Warner la semaine dernière. Et chez Warner, ils sont ravis de ce qu'on fait. Nous, on est contents de ce qu'ils font. Voilà. Je trouve que la saison 5 aurait pu être mieux diffusée en France. C'est un peu le bordel en fait, le mélange Adult Swim Netflix. Donc je leur ai dit, ils le savent. Voilà, ils vont régler ce problème-là d'une manière très simple du côté de Warner avec un gros outil bientôt. Et puis comme ça, on aura un peu plus d'accompagnement et tout. Mais de toute façon, c'est Rick and Morty, tu vois. Il y a une fanbase et tout. Là où je suis content, c'est que le côté toxique de la fanbase, qui était un moment un peu, tu sais, gamer-gateuse chelou, 3, quoi, tu vois, Sauce Szechuan et toutes les merdes là qu'on a entendues qui moi me rendaient fou. J'ai vraiment eu peur que Rick and Morty ça devienne le nouveau Pepe the Frog, tu vois. Et au final, c'est pas le cas. Donc tout ça, c'est laissé de côté. Aujourd'hui, les gens, ils accordent un peu moins d'importance à Rick and Morty, mais limite tant mieux. Et c'est toujours aussi drôle et je me marre toujours autant. Ils sont toujours aussi cons. Et enfin, tu vois, voilà, c'est Rick and Morty, quoi. Ok, très bien. Et donc on va terminer aussi avec les 2 indés que tu as annoncés, mais plus pour 2023 en fait. C'est d'une part Bermuda de John Layman, et je t'avoue que celui-là, te connaissant tes choix éditoriaux, tout ça, je m'attendais pas du tout à te voir prendre ça. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, parce que je te vois pas dans les récits pulp, je te vois pas dans ce genre de truc avec une île avec des îles avec dinosaures et tout ça. Après, je connais peut-être pas ta passion cachée pour les dinosaures, quoi. Si, je sais, moi, je suis comme tous les enfants. Moi, je me suis fait brusquer par les dinosaures, puis l'Égypte, puis tout ça. Donc, puis quelque part, c'était marrant de devoir aussi te positionner sur un titre qui a quand même mis 2 ans à être publié. Ouais, c'était un peu ça, ma crainte, en fait, au départ, c'est que... Quand tu t'es retombé dessus, tu disais, ah oui, c'est vrai que ça existe. J'ai longtemps cru que Bradshaw arriverait jamais au bout. En fait, j'adore Nick Bradshaw, déjà. Je l'adorais sur les X-Men, chez Marvel et tout. J'adore son côté Art Adams, tu vois. Je trouve qu'artistiquement, c'est un mec fascinant et tout. Et j'aime bien John Layman. Tony Chu, ça m'a grave fait marrer. On s'est rencontrés, on avait bouffé ensemble à San Diego et c'est un mec très drôle et tout. Enfin voilà, le contact était bien passé. Et étonnamment, alors je n'aime pas les Jungle Girls, tu vois, au sens du thème, hein, pas la série de Frank Shaw. C'est pas un truc qui me plaît. Moi, le côté la meuf en bikini fait avec des pots de banane, ça m'intéresse pas du tout. China, reine de la jungle. Là. Voilà, tout ce qui est, c'est vraiment le pire du male gaze en fait. Tu vois, il y a le male gaze et il y a le male gaze des Jungle Girls qui est vraiment le dernier niveau de mecs qui veulent se palucher sur des bandes dessinées quoi. Et donc ça me plaisait pas et j'adorais le contrepoint du coup de Bermuda.
Et non, détrompe-toi, j'adore moi les récits de pulp, j'adore les récits d'aventure, j'aime les mecs dont l'arme c'est un fouet, j'ai grandi avec Indiana Jones, les dinos ça me plaît. Donc non, j'étais surtout surpris d'avoir les droits en fait, parce que ça s'est fait de manière un peu surprenante. Je vais pas te mentir, on n'a pas fait une offre énorme, on savait qu'il y avait de la concurrence, on s'est dit bon bah tant pis on l'aura pas, et puis voilà, tu vois ça ira chez Delcourt ou chez Urban. Et Julien m'envoie un mail un matin, yes, les auteurs veulent aller chez vous, machin, blabla. Je suis oh putain trop bien quoi, surtout par John avec que j'ai rencontré à San Diego. Nick Bradshaw, je l'ai jamais mailé, je l'ai jamais, tu vois, j'aime juste son dessin, quoi. Et voilà. Aussi simple que ça, vraiment aussi simple que ça. Donc j'ai trop hâte de le sortir. Au départ c'était une série, c'est devenu un one shot parce que Bradshaw avait du mal à aller au bout et tout. 2 ans pour 4 numéros, je crois. Ouais, c'est ça. Et mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Moi j'aime bien aussi le format one shot, tu vois. Le côté le film, tu vois, tu l'ouvres, tu le refermes, ta soirée a été consacrée à une lecture et c'est très bien comme ça en fait. J'aime beaucoup cet aspect-là. Donc non, trop content d'avoir Bermuda au catalogue. Et ça poursuit aussi plein d'autres thèmes qu'on essaie de développer. Et puis ça vient, comme tu dis, effectivement, ouvrir un peu. Après, j'ai des marottes, certes, mais je suis quand même un éditeur relativement généraliste de toute façon. Hein, tu vois, j'aime bien faire un peu tous les genres, piocher chez un peu tout, parce que moi-même, en tant que lecteur, en fait, je lis un peu de tout. Donc, voilà. Puis t'as dit one shot alors que c'est une mini-série quand même. On dit pas one shot pour les albums comme ça. Ah ouais, moi, ouais. Depuis que je suis plus journaliste, je m'en fous de la sémantique. Non, je te fais chier. Et donc, le clou du spectacle, alors il y a un autre titre, mais qu'on peut pas encore, dont on peut pas parler aujourd'hui. Ouais, malheureusement. Donc voilà, il a été annoncé, mais on y reviendra plus tard. De toute façon, me connaissant, on y reviendra plus tard de toute façon. Mais quand même aussi, la très bonne nouvelle qui conclut ces annonces, c'est que tu refais du Steve Cross, donc avec son Post Americana. Yes. Donc complètement niqué de la tête. Et où là, par contre, après, t'avais déjà publié Mastros, mais tu vois, quand on voit Post Americana, on se dit immédiatement, ouais, ok, te connaissant. Là, oui, là, c'est politique, c'est punk, c'est un brûlot, voilà, ça parle de l'Amérique trumpiste, ça parle de l'absurdité dans laquelle on vit. C'est un peu bête et méchant, mais en étant très jamais méchant. con. C'est bien méchant, plus que Maestros. Ouais. Moi, Steve, écoute, storyboarder de mon film préféré ever, pote des Wachowski, mec incroyable, vraiment, c'est quelqu'un de bien, tu vois aussi. Je l'aime trop. donc c'est un honneur de ouf. C'est limite, je trouve que ça fait, on prend un peu trop de temps entre Maestros et Postam, parce que Post Americana sortira en 2023. C'est le seul bémol que je vois, tu vois. Le reste, Maestros a plu à plein de gens. Je pense que mais c'est un peu un Britannique dans l'âme, Steve, en fait, tu vois. Il a un truc, il s'en branle, quoi, tu vois. Genre vraiment, il est irrévérencieux, c'est un génie, mais il s'en fout un peu, excuse-moi. C'est un peu garçonniste dans l'esprit aussi. Ouais, c'est ça, mais moins irlandais justement que Garcenis. Il a quand même plus ce côté britannique, toujours très politique. Garcenis, il a un côté vraiment, il te parle de l'humain plus que de la société, tu vois. Steve, il te parle de la société, quoi. Vraiment, les relations interpersonnelles, tout l'intéresse beaucoup. Et il aime bien appuyer là où ça fait très mal, quoi, tu vois. Et y aller avec, en mettant tous les potards sur 18 et ouais, je pense que les gens qui ont adoré Maestros vont vraiment se bidonner avec Postam. Et surtout, il y a un truc très drôle, c'est qu'il est un peu méta par rapport à sa propre œuvre, puisque Steve a aussi dessiné une histoire très sérieuse qui s'appelle We Stand on Guard, qui est sortie chez Urban sur un scénario de Brian Kevogan, qui est un peu Matrix au Canada. Et en fait, il fait plein de références à ça dans Postam, notamment le fait qu'il y ait une société souterraine de conspirationnistes et de complotistes. Non mais c'est trop, enfin en fait c'est trop drôle parce que justement, et moi c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, il insulte autant les complotistes que le discours officiel en disant juste arrêtez d'être des débiles profonds, quoi. Et en même temps, les gens qui disent arrêtez d'être des débiles profonds, eux-mêmes, ils mitraillent des poulets mutants avec des sulfateuses de ouf. Enfin, tu vois, le pitch déjà de base, tu te dis ok, c'est n'importe quoi. Et on va essayer d'en faire plus de Steve. Il y a des choses que j'aimerais sortir et tout de lui qui datent un peu plus et tout ça. Et voilà, mais je l'aime trop. Et demain sort Matrix Résurrection au cinéma et il en a signé le storyboard encore. Et voilà, c'est un artiste. C'est comme Jeff Darrow, si tu veux. Pour moi, Jeff Darrow, Steve Cross, c'est tout là-haut, quoi, tu vois. Parce que en plus, je respecte le fait qu'ils vivent en marge de la société des comics, justement, de ces trucs très claniques dont je parlais tout à l'heure. Ça se vérifie aussi avec les artistes américains et tout ça, parce que je voulais pas accuser la communauté française. Hein. Je parlais de communauté mondiale des comics, hein, qui est assez clanique. Et eux, ils s'en foutent, quoi. Tu vois, ils vont un peu partout, ils vont un peu au ciné, un peu en
en galerie, un peu dans l'art contemporain, un peu en BD, un peu en machin. Et bizarrement, c'est des mecs, c'est pas tout à fait des artistes, mais tous leurs fans, c'est les plus grands auteurs, quoi, tu vois. Et c'est les Brian Kevogan, c'est Mike Mignola, c'est tout ça, quoi. Et ouais, c'est 2 auteurs que j'aime beaucoup. Après, en l'occurrence, Jeff Darrow est très très bien chez Futuropolis, mais et j'aime beaucoup Futuropolis, donc ça m'arrange et leurs éditions sont superbes. Mais du coup, nous on a Steve et voilà, c'est trop bien comme ça, quoi. J'espère qu'on pourra le faire venir en France, surtout parce qu'il était question qu'il vienne en France, puis il a eu un souci personnel qui a fait que c'était pas possible. Mais je veux que les gens le rencontrent parce que il est tellement pas comme ses personnages en plus. C'est vraiment. Il est pas aussi punk. Non, c'est un mec assez posé et tout. Et ouais, il est assez posé, mais il est très dans l'ironie socratique, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de cerveau, quoi. Et non, tu passes des bons moments avec lui, vraiment. Donc, en interview, par exemple, si tu l'interviews un jour, tu vas t'éclater parce que. Avec plaisir. Il a un côté vraiment irrévérencieux, quoi. Tu vois, un peu, je m'en fous de tout, mais c'est pas pour ça que je donne pas tout ce que j'ai dans mon métier. Je me reconnais un peu là-dedans, tu vois. Le côté, ça va, on fait pas décoller des fusées non plus, mais ça empêche pas de donner son maximum. Ok. Je l'aime trop. Donc, un programme dans l'ensemble sur lequel t'es quand même vachement enthousiaste. Franchement, ouais, moi j'aime beaucoup. C'est un peu la magie de iComics qui fait que j'ai même pas besoin d'être un vendeur de tapis, c'est que je trouve vraiment chaque année un peu plus excitante que la précédente. Alors c'est aussi parce que je suis toujours excité du travail à venir plutôt que du travail qui a été fait. Dans ma tête, souvent un travail qui a été fait, c'est un peu un dossier que je classe, tu vois. Alors qu'un travail à venir, c'est un truc où il y a encore un champ de possibilités incroyable. Mais non, je suis vraiment content. Tu vois, même The Witcher, j'ai mis longtemps à me convaincre que c'était le bon truc, mais en fait, je suis vraiment content de le faire parce que ça va aider la collecte, parce que ça va, tu vois, ça va nous permettre de faire autre chose. Ça va permettre de solidifier aussi iComics dans sa relation à Brajlon, parce qu'iComics c'est quand même un peu plus à part que Mangetsu, par exemple. C'est aussi parce que Mangetsu rapporte beaucoup plus d'argent à Brajlon, je pense, mais tu vois, il y a ce truc où iComics c'était quand même vraiment un peu le label à part, non pas du tout le vilain petit canard, hein, je te rassure, mais The Witcher va permettre de se rapprocher du coup de Braj, et puis tu vois, typiquement le brief de la couverture du collector, on le fait à 4 mains avec Pierrick, parce que moi sur The Witcher j'estime que j'ai rien à apporter, je suis pas du tout spécialiste de la licence ni rien, lui si, et en plus ça le fait triper de bosser un peu sur du comics, et du coup moi ça me permet, c'est con à dire, mais ça me permet de bosser avec des collègues avec qui je bosse pas forcément au quotidien, et donc du coup on prend du plaisir et tout ça. Avec la Fab, là, on a déjà, tu vois, calibré les différents formats, les différents trucs pour le tirage de tête et tout, et tout le monde est assez enthousiaste. Puis pour le coup, vu qu'on fonctionne beaucoup avec des services transversaux, c'est-à-dire que le commercial, la communication, la fabrication, les flux, tout ça, c'est des gens qui travaillent sur toutes les collections de Brajlon, donc du roman Hauteville jusqu'à Mangetsu en passant par iComics, Brajlon, La Roue du Temps et tout ce que tu veux. Et donc ces gens-là sont hyper enthousiastes d'avoir une autre forme de The Witcher, parce que The Witcher ils connaissent, tu vois, le DA de Brajlon, The Witcher c'est lui le DA en fait, tu vois. Donc c'est cool. Il y a juste le fait qu'ils veulent mettre sorceleur partout et que moi j'aime pas ce mot. Ouais, du coup, mais mais c'est pas grave, on s'y fait, et puis ça s'appellera quand même The Witcher du coup in fine, mais on utilisera le mot sorceleur à l'intérieur effectivement. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup Sullivan. Merci Arnaud de nous avoir accordé de ton temps d'être venu de si bon matin. Exactement, mais toi de nous laisser de ton temps en cette fin d'année. Non, mais c'est bien normal. Et je voulais te féliciter pour First Print. Officiellement, je le fais sur les réseaux, mais voilà, c'est ce que vous faites est très important et toutes mes félicitations. Et c'est bien gentil, Je ne sais pas quoi répondre. non, voilà. Mais t'as pas à répondre. Je suis décontenancé. Sois fier de toi, parce que je pense que c'était le parfait complément à ce que tu peux faire sur CB à côté, et vous menez cette barque divinement bien, et vos entretiens sont vraiment hyper intéressants. J'en écoute souvent. Pourtant, j'écoute pas beaucoup de podcasts, mais ceux-là, je les écoute, et t'arrives à passer le côté du c'est un pote qui fait, donc j'ai pas besoin d'écouter, et où vraiment j'écoute et je suis souvent bluffé et tout. Donc voilà, bravo, et continuez comme ça parce que vous tenez le bon bout, comme on dit. Eh bien, on essaiera de continuer comme ça. En tout cas, si vous êtes du même avis que Sullivan, n'hésitez pas à le faire savoir aussi, et en partageant ces podcasts. On espère une nouvelle fois que cette... crossover avec Jérôme Lachasse bientôt, non, ce serait pas mal. Tout à fait. Faut le teaser un petit peu, mais effectivement, bien sûr, Jérôme, The Pulse revient très bientôt, et effectivement, le prochain invité sera Jérôme Lachasse. Yes. Vous l'avez entendu ici. Un ange, croyez-moi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Alors, je sais pas s'il y aura encore des Super Friends pour faire ce tour de France des éditeurs en 2021, mais au pire du pire, on finira. Qui refuse de parler ? Balance des noms. Non, c'est juste. Alors, personne ne refuse, mais il y a des contraintes d'emploi du temps et des fêtes de fin d'année. Les gens vont fêter Noël avec leur famille. Quelle drôle d'idée. Pourquoi les gens font ça, vraiment ? Mais donc voilà, en tout cas, au pire du pire, ça continue en 2022. On essaiera de terminer avec le maximum de monde. On a encore quand même quelques personnes à interroger. En tout cas, vous savez que les Super Friends, on dit tiens, ils sont précieux, donc partagez-les, soutenez le podcast grave. Comme ça. Et puis, merci de nous avoir écoutés, et à bientôt, à la prochaine. Salut. À bientôt tout le monde. Ciao, ciao.